Le F, un pas de casque, est propulsé par service d'outils FGL, votre stratégie gagnante pour les produits Makita, DeWalt et Milwaukee. Vendredi 26 juin, mon nom est Martin Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est votre guide pour Autriche 2026, ce qui signifie qu'au cours des prochaines minutes, vous aurez l'opportunité de m'entendre en compagnie de notre collaborateur discuter des sujets de l'heure dans le monde de la Formule 1, mais aussi vous donner le plus d'informations possible afin que vous puissiez profiter pleinement de votre week-end de course. Et on débute maintenant. Il est maintenant temps d'aller rejoindre, comme à presque tous les vendredis, notre collaborateur ici au F1 Podcast. On est content de l'avoir avec nous. Il est descripteur, analyste des courses de Formule 1 et les courses d'endurance pour la GTCQ.tv. Mais il est avant tout un pilote pour nos amis de la team FSR. François Goulet, comment vas-tu? Je vais bien, c'est Spielberg en fin de semaine. Martin est je te dirais quasiment notre Grand Prix favori avec Interlagos. Hein. Oui, On les met pas oui. mal à égalité, donc on est très, très excités de voir ça. Puis j'ai regardé la FP2, donc j'ai vu de belles choses, de moins belles choses. Puis c'est comme un de ceux que j'attends le plus dans l'année, donc je pourrais pas être plus optimiste à l'idée de cette fin de semaine de course qui s'en vient. Notre seule déception cette année, c'est qu'on n'en a pas plus, on n'a pas de sprint. C'est notre seule Ouais, c'est déception. vrai, j'ai trouvé ça Ouais. un peu décevant. Je suis comme, pourquoi il enlève la sprint de là? C'est sûr, c'est le fun de l'avoir au Canada. Hein? Je veux dire, Oui, c'est ça. enlevez-nous-la pas. Mais j'aurais Sauf enlevé que, Singapour. ouais, c'est On bon, ne c'est ça. recommencera pas, là, mais... Ouais, on a toujours. Je pense que le monde commence à savoir nos doléances au Ouais. sujet de ça, mais c'est le genre de combinaison gagnante que, un coup qu'on l'a testé, je serais du genre à ne pas vouloir l'enlever. Tu sais. Ouais, j'ai l'impression qu'en fin de semaine, ça aurait été le fun d'avoir deux courses, surtout avec les améliorations. On en reviendra un peu plus tard. Mais c'est quand même, je trouve, un point important dans le calendrier. L'Autriche, depuis quelques années, on a souvent, des fois, peut-être des points tournants ou le début de quelque chose qui pourrait s'en aller vers une nouvelle tendance. Les écuries entourent souvent cette date pour apporter des nouvelles améliorations. Puis j'ai l'impression que des fois, que quand tu as deux courses, ben, on peut comprendre des choses dans la première, puis dans la Mhm. deuxième, après ça, voir autre chose. Donc, je sais que ça plaît pas à tout le monde. Je comprends que des fois, ça laisse justement des deuxièmes chances à des écuries qui peuvent se planter. Mais c'est le genre d'endroit qui donne des fois deux courses bien différentes. C'est ça qui est le fun à voir. On va pas réouvrir le sujet des sprints. On s'est prononcé, hein, justement, c'était Malik, de nos auditeurs, qui nous Mhm. a demandé dans le dernier épisode de faire notre top 5 pour les gens qui n'ont pas écouté ça. C'était dans la formule entre deux courses qu'on avait sorti le week-end dernier. Et puis là, Simon a écrit son article cette semaine. Il mettait la table, bien sûr, pour le Grand Prix, puis il disait le circuit favori de Martin Simon. Puis là, j'ai dit, il est drôle de marquer ça. Il a probablement raison. Je l'aime beaucoup. Mais je dis peut-être que François aussi, c'est son favori. On en reviendra plus tard, si tu veux bien, François, quand on Mhm. parlera du tracé, où tu le classes parmi tes meilleurs circuits. Avant, tu as fêté la Saint-Jean-Baptiste, j'imagine, un petit peu. C'est une semaine courte ici au Québec. As-tu profité un peu? As-tu écouté un peu de Patrick Normand chez vous? Ben, je suis allé à une fête municipale qu'on a eue Ouais. le 23, sauf que ma famille est tombée malade le jour de la Hum. Saint-Jean-Baptiste. Je ne Oh. dirais pas quoi, là, mais donc, j'étais en train de m'en remettre même moi. Là, donc, Ah, non, OK. je l'ai pas fêté à la hauteur de ce que j'aurais pu Non, ou c'est aurait ça. dû, mais écoute, on fait ce qu'on peut. Mais au moins, on était relax en famille. On a checké beaucoup la Coupe du monde de soccer qui bat son plein. Donc, ça Ouais, allait. il se passe plein de choses présentement Ouais, dans le sport. C'est ça quand même. Hein. qui est le fun. Puis pour les gens, bien sûr, qui nous écoutent d'ailleurs, ben, la fête nationale ici au Québec, j'ai été surpris. Je regardais, tu sais, je regarde constamment les statistiques du balado et tout ça. Puis je me suis dit, on va quand même prendre le temps de saluer les gens aux États-Unis qui nous écoutent parce que sais-tu que présentement, depuis le début de la saison, le deuxième pays après le Canada qui nous écoute le plus, c'est les États-Unis. C'est nos voisins du Sud. Vraiment? Ouais, pendant plusieurs années, ben, dans les débuts du podcast, il y avait la France qui était très, très haut, qui est toujours très près des Américains. Mais j'ai vu ça dans les dernières statistiques. C'est passé quelque chose. Soit qu'on a beaucoup de Québécois qui ont migré vers les États-Unis ou on a des Américains francophones qui se sont tournés vers le F1 podcast. Je dis, je vais les saluer. Je les connais pas. Tu sais, j'ai jamais eu la chance Hmm. d'échanger avec quelqu'un qui me dit, hey, je vous écoute des États-Unis. Donc, c'est peut-être des Québécois qui sont allés en vacances ou quoi que ce soit dans les derniers moments. Mais si jamais vous nous écoutez de là ou de n'importe où au monde, juste vous envoyer un petit message. Je trouve toujours ça le fun Ah ouais. d'avoir votre histoire et de la partager avec les gars. Aujourd'hui, bien sûr, on va parler d'actualité avant de se lancer dans le week-end de course comme on le fait toujours. Euh,
Max Verstappen retient beaucoup l'attention parce que, bien sûr, ça va être le marché des pilotes autonomes qui Mhm. va se lancer. Puis j'ai l'impression qu'on se retrouve un peu dans la même situation que l'an dernier au même moment avec les rumeurs qui l'entourent, sauf que euh, les endroits où il pourrait aller sont peut-être un peu plus fermés, mais quoique Mm. quand tu es Max Verstappen, est-ce qu'il y a vraiment des endroits qui se ferment? Ça reste à voir. Mais une chose est sûre, c'est que son nom était lié à celui de Paul Monahan. Paul Monahan, qui est chef ingénieur chez Red Bull pour les voitures. Donc, il s'occupe, lui, vraiment de la préparation, de maximiser les performances des voitures. Et puis là, il y avait beaucoup de rumeurs qui l'entouraient qu'il pourrait quitter l'écurie. Puis le monde dirait, c'est Verstappen qui va quitter, puis il va l'emmener, Paul Monahan, avec lui. Mm. Là, j'ai l'impression qu'on a fermé un dossier aujourd'hui parce que Paul Monahan va bel et bien quitter Red Bull, mais il s'en va probablement, ou on peut quasiment vous le confirmer à l'heure qui est, chez Cadillac. J'ai pas l'impression que Max Verstappen s'en va chez Cadillac. Tu dis si je me trompe, François, tu peux m'interrompre à n'importe quel moment pour dire Martin, non, moi je crois qu'il s'en va Ben, chez Cadillac. Mais... non, non, en fait, non. Si Max Verstappen s'en va, ça va être pour une écurie de pointe. Puis quand Ouais. tu parles de porte fermée ou porte ouverte, ben, on sait qu'il y a les clauses de performance dans son contrat Mhm. et que n'importe quelle écurie pourrait dépenser beaucoup d'argent pour briser le contrat d'un pilote actuel pour faire de la place pour Max Verstappen. Je pense que c'est le seul pilote sur la grille, en tout cas, je pense que je crois fermement que c'est le seul pilote sur la grille qui commande ce genre de respect-là. Je dis je respecte des guillemets, là, Oui, ce genre d'attention-là. notoriété. C'est Ouais. ça, c'est un peu le Schumacher, tu sais, les Schumacher, Senna, c'est le genre de pilote que tout le monde aurait voulu avoir et est prêt à dépenser une somme faramineuse en bris de contrat pour pouvoir ramener chez lui. Donc, Verstappen, c'est c'est- c'est- c'est le porte-étendard de la F1 et c'est lui qui dicte un peu ce qui va arriver dans le marché. Là, maintenant, à savoir s'il va s'en aller, Paul Monahan s'en va. C'est un nom qu'on ne connaît vraiment pas. Hein. Je veux dire, c'est pas un nom qu'on entend tout le temps, Paul Monahan, mais ça reste des gens importants. Puis Verstappen, ben, Red Bull, il y a beaucoup de monde qui sont partis de Red Bull depuis le temps qu'il y a eu du succès. Donc, lui, s'il ne s'y retrouve plus, alors remarque qu'il va peut-être se faire des nouveaux amis, peut-être avoir tu sais, des nouveaux collègues de performance avec lesquels il va tisser des liens, puis il va pouvoir retrouver une performance de haut niveau. Mais si, justement, plein de monde s'en vont de chez Red Bull, parce que le bateau commence à prendre l'eau un petit peu, on s'entend que la performance est quand même pas si pire en ce moment, ben, ça se peut que Max Verstappen décide aussi de dire, bon, ben, écoute, mon temps, il est fait ici. Je pense que j'ai respecté l'entente avec Red Bull depuis le temps. Je leur ai livré la marchandise. Je leur dois plus rien. Puis va s'en aller dans une autre écurie ou bien tout simplement s'en aller, point barre. On dit Paul Monahan, tu fais bien de le mentionner parce que je pense que c'est honnête dans ton commentaire de dire c'est pas quelqu'un qu'on parle beaucoup. On le connaît, je pense qu'il y a un rôle clé chez Red Bull, mais il y avait tellement de personnages. Je me rappelle déjà avoir discuté avec quelqu'un que tu connais bien aussi, Fred Vallée, Ouais. qui était au podcast par le passé. Puis j'avais mentionné, c'est dur d'identifier. Il y a plein de bons ingénieurs, puis lui-même poussait vers ça. De dire, chez Red Bull, il y a tellement de bons ingénieurs, mais tout le monde parle d'Adrian Newey. Après Mhm. ça, ben, une fois qu'il est parti, ben, l'attention est allée vers Pierre Vacher. Il y a eu Bob Marshall. Il y avait plusieurs personnes connues. Jean-Pierre, bien sûr, qui est l'ingénieur de Max Verstappen. Christian Horner, qui prenait à peu près tout l'espace qui restait à part celle qui était pris par Adrian Newey ou par Dr. Helmut Marko. Donc, c'est sûr que des gars comme ça, comme Paul Monahan, viennent moins souvent dans les sujets de conversation. C'est rare que tu vas m'aborder un vendredi puis dire Ouais, qu'est-ce qui se passe avec Paul Monahan? Tu sais, Ben, on est à une époque, Martin, où comme, tu sais, tout est plus médiatisé. On a Oui, accès à plus exact, oui. d'informations avec des émissions comme Drive to Survive aussi. On rentre un peu plus dans le creux des écuries. Donc, à l'époque, on connaissait souvent Les trois têtes noms d'affiche, oui. maximum, là. Ouais, Mhm. vraiment des têtes d'affiche. Maintenant, dis-moi, là, dans le temps, bon, on sait parce que Jacques Villeneuve, c'était ça, Jock Clear, etc., mais on ne connaissait pas vraiment le nom des ingénieurs de piste des gens. Non. Maintenant, on peut quasiment toutes les dire. Après ça, deuxième ingénieur aérodynamicien, etc. On commence à connaître beaucoup plus de noms au sein d'une équipe de F1, mais on est à une époque où aussi on comprend davantage qu'une équipe de F1, c'est vraiment beaucoup de monde. Une entité énorme avec énormément de gens qui fabriquent un tout et qui donnent ce résultat-là. Donc, je comprends maintenant qu'on ait plus accès à ces noms-là. Puis en même temps, ben, il y a des noms de gens qui montent aussi dans la hiérarchie. Tu sais, il était plus effacé avant, mais là, oups, c'est qui ce gars-là? Ben, il va avoir tel poste d'importance. Fait que maintenant, ça devient un grand nom d'aujourd'hui qui était juste un petit nom d'hier.
Ben, Je dis ça pas va ça de dans. Paul Monahan, mais je parle en Non, non, général. non, 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 puis je comprends exactement. Tu sais, ça va dans l'air qu'avant, ce qu'on mettait de l'avant au moment sous l'ère Bernie Ecclestone, c'était les voitures. Mhm. Maintenant, on a découvert que ben, les pilotes ont des personnalités. C'est beaucoup plus attachant pour les gens quand il y a une histoire derrière ça, quand le narratif n'est pas simplement des voitures en piste, parce qu'au bout de la ligne, c'est ça qui nous intéresse, c'est ça qui Mhm. nous aime, c'est ça. Mais pour aller chercher d'autres personnes ou pour justement raconter une histoire, parce qu'on parle beaucoup de ça maintenant. Le sport, tu dois, ou n'importe quoi, un film ou quelque chose, tu dois raconter une histoire. Puis là, c'est ce qu'on est capable de faire beaucoup plus facilement à l'aide de personnalités, que ce soit à même les voitures ou que ce soit dans les garages, à travers la série Drive to Survive, on en a un peu plus, les relations entre les ingénieurs et les pilotes. Puis c'est ce qui va un peu plus là-dedans, parce que là, quand on parle Max Verstappen, les deux personnes pendant un week-end de course à qui il doit le plus parler. Tu sais, si on pose cette question-là, peut-être grand public ou quelque chose, les gens auraient répondu dans le temps, ben Helmut Marko et Christian Horner. En vérité, les deux personnes à qui il doit le plus parler pendant un week-end de course, c'est Jean-Pierre, son ingénieur, Mhm. Ouais, et, Jean-Pierre. et puis Paul Monahan. Donc, ces deux personnes-là vont quitter dans les prochains moments, là, C'est vrai. dans les prochaines années. C'est les deux personnes qui ont probablement la relation la plus étroite avec lui en ce qui concerne la piste, la performance, gagner des courses pour développer la voiture, pour essayer de soutirer la meilleure fenêtre de performance lors d'un week-end. Donc, c'est quand même gros ce qui se passe. Comme je dis, ce qui ferme la porte, c'est que Monahan s'en va chez Cadillac. C'est pas comme Jean-Pierre qui s'en va chez McLaren. Puis les rumeurs continuent de pousser qu'il s'en va comme directeur d'écurie. On sait que Laurent Mekies, c'est bon jeu, il dit ben moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il s'en va comme directeur d'écurie. Max Verstappen, lorsqu'on lui demande, dit mais moi, ça me dérange pas de perdre mon ingénieur parce que je l'empêcherai pas de devenir directeur d'écurie quelque part. Fait Mhm. qu'on ajoute un peu de l'huile sur le feu pendant que McLaren essaie de dire non, 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 il s'en vient pas ici remplacer Andrea Stella. Sauf que quand même, ça pousse dans la direction que est-ce que Verstappen irait chez McLaren? On a fermé la porte à plusieurs reprises. La rumeur revient encore. Donc, tant qu'il y aura pas, on n'aura pas statué là-dessus dans le clan du Néerlandais, ben on va continuer à avoir des rumeurs. Pour ça que j'abordais un peu l'épisode en disant on est dans la même situation que l'année dernière, où ce que les rumeurs l'envoyaient un peu bon train chez Mercedes, puis tous ces endroits-là. Puis là, en plus, ben là, il y a des gens qui rajoutent, ils font du pouce sur le fait qu'en fin de semaine, tous les gros dirigeants de Red Bull sont là. Ouais, on est aussi à la maison. Là. C'est le Grand Prix. Là, on est au Red Bull Ring. Là. Ouais. C'est normal qu'on en profite pour faire venir les commanditaires, puis le monde qu'on connaît, puis la famille, puis tout ça. C'est comme Silverstone pour les Britanniques. On va l'avoir la semaine prochaine. Vous allez voir bien des gens là. Ça ne veut pas dire qu'on signe nécessairement des ententes ou qu'il se passe quelque chose, qu'il se brasse quelque chose. Sauf que c'est vrai que d'un point de vue stratégique, ce serait le bon moment aussi de se regarder dans le blanc des yeux et de prendre des décisions pour l'avenir de Verstappen, mais aussi pour Mhm. l'avenir de Red Bull. Ben, c'est important pour les fans de Red Bull, c'est important pour l'écurie Red Bull. Verstappen, par exemple, je ne suis pas inquiet pour lui, mais c'est fou de toujours, à chaque année, en venir à ça. Puis on parle de ça simplement parce qu'il n'est pas en train de gagner. S'il était en train Ouais. de gagner des courses, ce ne serait pas un sujet de conversation. Puis on se rappelle que George Russell a attendu longtemps avant son renouvellement de contrat l'année dernière, Oui. principalement à cause de ça. Officiellement, ça n'a pas été dit de cette façon-là, mais je pense qu'on est capable de lire entre les lignes que c'est ça le nerf de la guerre. Puis, Ça a peut-être joué dans la tête à George, on ne sait pas. L'année dernière, il y a quand écoute, même eu c'est pas faux, ça, ouais, ce que tu il y a quand dis. même eu une bonne saison l'année dernière. Puis là, cette année, on le voit, les rumeurs, ben là, ça s'est rendu à lui. Lui, il a dit ah non, je m'en vais nulle part l'an prochain parce qu'il sait qu'il y a une année d'option, mais tu le mentionnais tantôt. Ce ne serait pas le premier à recevoir un montant d'argent pour dire va te trouver un emploi ailleurs ou assis-toi puis regarde la parade passer pendant une saison en attendant que nous autres, on signe une grosse vedette. Ça serait quand même Mm. un coup qui ferait couler beaucoup d'encre, surtout Oui. qu'on tasserait un Britannique faire la place à Verstappen. Sauf que c'est pas de la science-fiction. C'est peut-être peu probable, mais c'est pas de la science-fiction non plus. C'est des choses qui se sont déjà faites en Formule 1, comme tu dis, dans des causes très particulières parce que c'est des pilotes qui veulent changer. Mais c'est quelque chose, comme je te dis, on va avoir à l'œil, on va continuer de regarder ça. Puis la raison pourquoi que le sujet tourne beaucoup aussi à cause de l'Autriche, c'est que Laurent Mekies a dit quelque chose qui a attiré mon attention. Il a parlé beaucoup que si on a une bonne voiture, puis on performe bien, Max s'en ira nulle part. Donc, ça, c'est pas un secret. Mais il a mis Mhm. beaucoup d'intention, d'attention sur le fait de l'amélioration euh, du gros package, là, excusez-moi le mot anglais, mais de tout ce qu'on apporte d'amélioration pour le week-end, des mises à jour, comme si ça passait ou ça cassait là pour le convaincre.
Je te dis pas que c'est ça qu'il a dit, c'est juste que c'était un peu bizarre comment il disait, comme s'il s'est pensé, dépassé un peu les paroles où il en disait plus qu'il voulait vraiment dire. Ouais, Mais il a ouais. mis beaucoup d'emphase sur le fait que c'est important en fin de semaine. Fait que c'est-tu justement parce qu'il y a des patrons, parce que on est à la maison, puis c'est juste ça qui s'est mal exprimé. Mais tu sais, j'avais le goût quand même d'attirer ton attention à toi là-dessus aussi, parce que c'est quelque chose qui m'a chicoté quand il l'a mentionné, ça. Ben, c'est plausible aussi qu'il l'ait mal formulé, hein, Oui, parce que exact. l'anglais, c'est pas sa Ouais. langue natale. Des fois, on sait aussi la misère que peuvent avoir les francophones, là, que ce soit nous autres Mhm. ou les Français, à formuler leurs phrases. Mais écoute, je sais pas si lui a donné un ultimatum aussi, hein, Max Oui. Verstappen. Je pense vraiment que c'est plus genre les yeux vont être virés sur nous, vont être tournés sur nous en fin de semaine parce que, un, on est à la maison en Autriche pour l'écurie Red Bull, puis que on arrive, tu sais, ça arrive vite, là, la pause de mi-saison. Mhm. Donc, puis certainement que dans les clauses de performance, je suis certain que là, en ce moment, ça ne respecte pas ce que Verstappen a besoin en termes de rester là. Donc, il aurait le gros bout du bâton pour prendre une décision. Il doit être dans les Maintenant, trois. c'est Oui. ça. De trois premiers, tu disais, hein, Trois c'est ça? premiers au championnat, normalement, c'était ça Ouais. la clause. Après ça, c'est sûr que les clauses échappatoires devenaient plus grandes plus que le contrat avance. Mais on se rappelle que l'année dernière, c'était ce qu'on entendait le plus, ce qui était le plus important chez Red Bull, c'était de le garder dans le top 3. Finalement, on avait réussi à le faire. Mais j'imagine que c'est encore l'objectif. Je ne verrais pas pourquoi cette année, on n'est pas obligé nécessairement de le garder dans le top 3. Je te dis pas qu'il n'y a pas d'autre façon de se sortir Verstappen de ce contrat-là. Sauf que c'est sûr que normalement, si ton pilote est là, ben, les chances de regarder ailleurs sont quand même diminuées parce que il y a moins de candidats. Si tu es dans les trois premiers, on s'entend qu'il y a pas mal juste deux voitures devant toi. Donc, il n'y a pas tant de voitures qui te dépassent puis de choix de dire je me verrais mieux dans celle-là. Là, tu sais. Ouais, Euh, ben là, en même temps, si tu voulais l'envoyer une place comme Mercedes, tu sais, l'année dernière, on se disait quel pilote tu remplaces? oui. Est-ce que tu remplaces le petit jeune qui vient d'arriver Mhm. ou tu remplaces George Russell? Là, George Russell n'avait pas renouvelé son contrat, on voyait que ça s'en lien vers là. Mais là, avec la performance d'Antonelli qui nous livre depuis le début de l'année, si tu avais remplacé un pilote, toi, chez Mercedes, je pense que là, on le sait, ça serait qui? Ça serait Ouais. Russell. Mais en même temps, si tu amènes un Max Verstappen dans ton écurie, c'est pas super bon pour un Kimi Antonelli qui est en développement. Non. Du moins, c'est le Pourquoi même tu que je fais le ça? dis. Moi, C'est ça. Tu sais. la seule raison pourquoi je vois là, pourquoi tu fais ça, c'est si Lewis Hamilton commence à prendre le dessus, commence à devenir un rival important, puis tu vois que Kimi Antonelli ne peut pas composer dans une bataille au championnat. Pas fou. Pas fou. C'est la seule façon que je vois. Mais ça, on a encore du temps du côté de Mercedes pour évaluer ce côté-là. Puis encore là, c'est un peu malhonnête de le faire si tôt dans la carrière de Kimi Antonelli. Mais c'est la seule façon que je vois de dire, on a une fenêtre d'opportunité chez Mercedes de capturer des titres. Puis on a une chance aussi de prendre un emblème du sport automobile en Verstappen. Dès qu'on voit les Le Mans, on voit d'autres choses avec ça aussi. Mhm. Donc, tout ça, est-ce que c'est... En tout cas, c'est juste là que je le vois, mais tu as raison que les raisons pourquoi qu'on va le chercher sont peut-être moins évidentes que par le passé, parce que là, on a eu beaucoup de réponses sur Kimi depuis le Ouais, début de la saison. Ceux qu'on a toujours... Bon, on a eu des réponses. Puis, ouais. j'ai envie de dire, vous avez été en conversation avec Fernando Alonso, vous vous avez écouté, parce que vous l'avez quasiment convaincu de rester chez Aston Martin si on se fie à ses déclarations. Quand je dis vous, je parle de toi et Simon Bachand, bien Ben, sûr, certain. qui présentait le côté positif de rester chez Aston et de peut-être pas nécessairement aller chez Alpine, de montrer nécessairement que le gazon est peut-être pas plus vert ailleurs. Sauf que moi, ce qui m'a chicoté, c'est dans la déclaration que Alonso a fait, c'est de dire je veux être champion du monde chez Aston Martin en tant que pilote ou même sans être pilote. Donc, en travaillant comme ambassadeur ou quoi que ce soit Ah, là, OK, ouais. dans un Pas rôle fou. qui veut absolument être champion du monde, gagner un championnat avec Aston Martin. Moi, ce qui m'a saisi de ça, c'est de dire, je pensais que à 44 ans, bientôt 45, ton objectif, c'était probablement de juste gagner au moins une course. De champion du Ben, monde. je peux Ouais. comprendre d'où ça vient parce que Mhm. quand il était en entrevue, Alonso disait c'est il a dit que c'était son projet, dans la mesure où ce qu'il a embarqué là-dedans. Mhm. Tu sais, fait que c'est comme si, je pense qu'il a comme pris la décision qu'il allait vivre et mourir avec ce projet-là. Ça, c'est tout à son Puis honneur. Ouais. c'est ça, et encore en conversation intense avec James Hinchcliffe et Jean-Paul Montoya, et le fils à Martin Brundle, en tout cas, j'écoutais ce qu'il disait, puis ils ont eu exactement la même conversation qu'on a eue l'autre jour, donc parler des raisons. Qu'est-ce qui arrive si, tu sais, parce qu'ils ont tous les ingrédients d'avoir une bonne recette, c'est juste qu'ils n'ont pas fait lever le gâteau. Mhm. Il n'y a rien qui empêche de reprendre la recette et
peut-être qu'ils vont trouver justement, puis qu'ils vont lui délivrer une bonne voiture. Puis là, qu'est-ce qui arrive si Alonso s'en va, quitte le bateau, puis là, c'est là qu'il a dit hey, j'avais ça entre mes mains, puis je l'ai tout balancé parce que j'y croyais plus, puis là, Ouais. ça marchait pas. Mais finalement, ils ont trouvé Théo le Bobo, puis on a réussi à avoir une voiture performante, puis là, il est plus là, et il a plus l'occasion de faire ça, puis il est avec une Alpine, je vais nommer Alpine, là, parce que c'est de ça qu'on parlait, une Alpine qui est en milieu devant de grille-ish. Là. Donc, sérieusement, je pense qu'Alonso, il fait le bon choix de miser sur l'équipe qu'il a parce que, hey, ils ont toutes les installations nécessaires, l'équipe nécessaire. Je te dirais, écoute, là, je veux y croire moi aussi. Pour là, maintenant, un championnat du monde, il va falloir qu'il renouvelle son contrat pour quelques années encore, parce que je ne pense pas que ça va arriver l'année prochaine. Mais qui sait ce qui va arriver comme découverte du côté de Newey et son équipe technique. J'aimerais vraiment ça. Je peux te dire, je croise mes doigts. Là. Je veux voir Alonso au moins gagner une course. Puis si cet auto-là peut gagner des courses à la régulière, avoir une bonne performance et se battre, ben, on ne sait jamais. Là, ce gars-là, il est encore capable. Il arrive là, avec la mentalité d'un gagnant. Il n'a jamais arrêté Fernando Alonso. Ça serait vraiment extraordinaire et historique d'avoir un truc de même. Et je souhaite le voir. Je ne te dirais pas que j'y crois à 100%, là, mais je le souhaite vraiment. Ben, s'il ne se satisfait pas de simplement gagner une course, si l'objectif à Fernando, c'est pas de dire ben moi je veux au moins remonter sur le podium une fois, gagner une course, ben, à ce moment-là, je me dis OK, aussi bien rester chez Aston, mais il ne sera pas champion du monde non plus, à moins qu'il va être pilote jusqu'à 50 ans. Puis je Ben ouais, comprends là, je comprends. c'est pas impossible qu'ils veulent continuer à piloter jusqu'à 50 ans. Ouais. Ah, peut-être. Mais est-ce que, est-ce Peut-être. que le physique va suivre? Est-ce qu'il va être capable de le faire? C'est une autre histoire, mais c'est-tu la Formule 1 qui va se débarrasser de lui ou c'est lui qui va se débarrasser de la Formule 1? On Puis, parlait de ça de Gilles Villeneuve avant. Il disait c'est pas la Gilles Villeneuve qui aurait quitté la F1 s'il avait été vivant, là. C'est la F1 qui aurait quitté Gilles Villeneuve parce que lui, il n'aurait jamais voulu arrêter. mais là, il l'a critiqué beaucoup, la F1, à cause il dit peu importe ce que tu fais, l'ADN de ce moteur-là, c'est de récompenser ceux qui, euh, ceux qui vont moins vite. Il a dit ça plein de fois, Fernando. Fait que, tu sais, est-ce que c'est un peu. Puis là, on parle, là, j'ai trouvé ça un peu farfelu. Là, on parle que peut-être qu'il serait intéressé à la Formule E. Le gars qui a critiqué l'électrification des nouveaux bolides toute la saison, aller en Formule E, OK, peut-être que M'étonnerait qu'il fasse ça. c'est différent. Après ça, il a dit qu'il a eu beaucoup de plaisir à conduire la Valkyrie. Fait que est-ce qu'il Ouais, va être champion du monde avec Aston Martin, mais pas en F1? en WEC. En WEC? Probablement. Ça m'étonnerait qu'il aille en Formule Tu sais, électrique, si on lit entre personnellement. les lignes, être champion du monde pour Aston Martin, ça veut peut-être pas dire ce que ça veut dire plus tard, ce que ça veut dire. Tu sais, une chose est sûre, c'est qu'Aston a repris tout de suite cette déclaration-là, puis l'a mis sur les réseaux sociaux. On fait pas ça d'habitude. On met pas les déclarations de Lance Stroll, puis ce qu'on Ouais, dit une fin de semaine. Là, on l'a tout de suite pris pour le met en gros. Fait que je pense qu'on voulait envoyer un message clair de dire ouais. il va être là pour longtemps aux commanditaires puis à tout le monde. Sauf qu'il y a eu des rumeurs qu'Aston est impliqué pour essayer d'aller chercher Charles Leclerc avant qu'il re-signe chez Ferrari. Donc, on OK. explorait d'autres avenues. C'est correct aussi. Je pense qu'on se doit de le faire. C'est légitime de le faire parce qu'on ne sait Oui, pas non plus quand Alonso va vouloir exact. L'avenir. abandonner aussi. À un moment donné, peut-être qu'il va dire ah, yeah, j'en ai assez, je m'en Oui, vais. c'est ça. C'est de regarder qu'est-ce qu'on a pour l'avenir. Puis on avait essayé d'attirer Paul Monahan aussi, parce que tout est dans tout. Hein. On dirait que Ah tous les ouais, je sais sujets sont pas. reliés. Donc Paul Monahan, qui était aussi un ancien ingénieur de Fernando Alonso au moment de Renault, 20 ans chez Red Bull, connaît très bien Jonathan Whitley, qui va probablement être le nouveau directeur de l'écurie, il est en période de Mhm. jardinage. On a Adrian Newey aussi. Donc, est-ce que c'était aussi question, on espérait frapper un grand coup en fin de semaine puis annoncer à Alonso que il y a quelqu'un de familier à lui aussi qui va se rejoindre à ce projet-là. Mais là, finalement, il va aller du côté de Cadillac. Mais c'est ça reste à voir, mais c'est quand même des bonnes déclarations de Fernando qui veut continuer de montrer qu'il est à 100% dans le projet Aston. Moi, le bout, tu disais tantôt, le gâteau peut lever puis il sera plus là. Moi, si c'était simplement qu'on avait le moteur Mercedes, mais qu'on n'avait pas réussi à mettre le châssis ensemble, qu'on ait Adrian Newey, j'y croirais beaucoup. Mais là, il y a Mhm. beaucoup à faire. Il y a un Ouais. moteur à sortir du trou. Puis j'ai l'impression que c'est long de sortir un moteur. Tu sais, on se rappelle que le partenariat avec Red Bull, c'était quoi? C'est 2018, 2019, 2000. Ça a pris 3 ans avant qu'on soit champion du monde au dernier Grand Prix de l'année là, avec un moteur qui était capable de rivaliser avec celui de Mercedes là, quand on est Ouais, mais parti. on partait de loin quand même, là, le Ouais. moteur. Mais là, on part de zéro. Mais... Avant qu'il soit avant qu'il était avec Red Bull, quand il était avec McLaren, c'était vraiment une boîte à savon, là. Ouais. Mais Donc, tu sais que, tu sais, je ne veux pas réexpliquer cette histoire-là, mais je l'explique souvent, mais le fameux là, Zero Size, là, le petit moteur qu'on avait commandé du oui. côté de Red Bull, ben ça c'était pas le même que McLaren avait. Donc, c'était une Non, nouvelle non, je sais, on a génération. fait autre chose Ouais. là, là-dessus, mais Mais ça on l'a reste quand même, que. le temps qu'on le développe, qu'on le peaufine, puis qu'on arrive à être Mhm. capable de gagner des courses, ça a pris. En tout cas, ça serait. On peut se le dire tout de suite.
si Aston Martin, admettons, si Fernando Alonso est champion du monde, pas l'année prochaine, même dans 2 ans, ça va vraiment avoir été le plus gros retour de situation de Oui, l'histoire. Puis dites-moi pas McLaren dans les dernières années, parce que McLaren avait quand même le moteur Mercedes. Ça, c'est vrai. c'était correct. Là, Mm. McLaren, c'est beau ce qu'on a fait, là, puis ça va toujours rester, on le dit, c'est tout un retour. Sauf qu'on avait 50%, mettons, de l'équation à résoudre pour être capable de fonctionner. Là, du côté de Aston, moi, j'ai envie de dire qu'on a 80% de l'équation Ouais, qui ne fonctionne pas. Là. t'es généreux en plus. Ouais, ben, j'ai donné 20% au pilote, puis Ah, c'est bon. à vous de choisir comment la répartition est faite entre Fernando et Lance. Mais c'est ça. Fait que, en tout cas, c'est quelque chose qui va continuer de faire jaser, on le sait. Autant le marché pour Verstappen, mais le marché aussi pour Fernando Alonso, parce que pour le reste, j'ai l'impression que ça ne bougera pas tant que ça. Puis du côté de Mercedes, quand on dit que tout est un peu relié, aujourd'hui, ben, bien sûr, on parle d'une nouvelle règle. La règle, on n'a pas encore choisi de nom, on fera peut-être Vous, voter puis les gens. t'as dit argenté, je pense, Ouais, toi. Là. Puis on parlait de couleur l'autre fois. Là. Tu parlais avec Simon, je dis, ça vous prend absolument une couleur. ben sur ça, je suis revenu à ça parce qu'au début, je voulais dire la règle Toto. Après ça, c'est peut-être trop un peu péjoratif, mais en tout cas, finalement, je me suis dit, la règle argentée, ça sonne bien. Tout ça, on avait Ben, tu la peux être orange sûr d'une papa. chose, les Ouais. médias vont nous donner la réponse bientôt. S'il y en a une, il Ben, y on a l'a toujours... eu, là, la réponse. On l'a eu de la bouche de Kimi Antonelli, comme quoi que on a changé la façon de gérer les batailles en piste. En gros, c'est que si on est sous pression, ça sort, c'est les termes qu'Antonelli a voulu utiliser, si on est OK. sous pression d'une autre écurie, on a nommé Ferrari, mais ça pourrait être Oui. McLaren, ça pourrait être n'importe qui, ben, mettons, si on est sous pression d'une autre écurie, on ne va pas tolérer qu'on se dispute en piste. OK. Moi, j'ai envie de dire, c'est le gros bon sens, François, parce que tu es en course depuis assez longtemps. Tu as déjà eu affronté des coéquipiers en piste qui sont aussi des rivales au championnat. Mais tu sais que normalement, l'équipe doit passer en premier. Tu dois pas, vous devez pas vous tirer dans le pied mutuellement pour Mhm. favoriser un peu ce qui est arrivé. Dans le fond, le meilleur exemple, c'est ce qui est arrivé il y a 2 semaines à Barcelone, quand on a décidé de se battre, ben, au bout de la ligne, il y a une Mercedes qui a arrêté, il y a une Mercedes qui a fini deuxième, puis c'est une Ferrari qui a gagné. Puis on vient de donner beaucoup de momentum à notre rival direct au championnat. C'était pas mal la pire façon de gérer ça, là, comment on a fait ça. Là. Ouais, ben c'est drôle, je pensais à ça l'autre jour quand j'écoutais l'émission avec toi et Simon. Mhm. Je pensais, je voulais comme vous poser la question, c'est quoi le plus important pour Toto Wolff? C'est le championnat des Constructeur. constructeurs. Ouais. Donc, veux pas. De toute façon, quand tu te bats avec un pilote, peu importe lequel en piste, tu vas moins vite que si tu te bats pas. Mhm. Donc, c'est sûr que ça. Puis je comprends cette façon de voir ça. Si vous êtes sous pression, pas de bagarre. Là, maintenant, c'est de savoir si un des deux qui est vraiment plus rapide que l'autre, mais qu'ils sont sous pression, est-ce qu'il va y avoir un fameux Fernando is faster than you ou il n'y en aura pas? Tu Il va sais, obéir à ça aussi. c'est ça, parce que là, il y a toujours bien quand même un championnat des pilotes en jeu et ces pilotes-là ont leur agenda aussi. C'est bien beau le championnat des constructeurs, mais eux, ce qu'ils veulent être, c'est champions du monde. Donc, je comprends d'où ça vient. Là, maintenant, j'ai hâte de voir cette règle-là, quel nom les médias vont lui donner, hein, on venait de dire ça. C'est peut-être ça va être la Silver Rule, la règle argentée. Ouais, ça ne m'étonnerait même pas que ce soit le nom qu'ils vont choisir. Mais oui, je comprends ça. C'est juste que, tu sais, en tant que pilote, où si tu te mets là-dedans, tu sais, même moi, là, quand je fais des compétitions, là, en début de course, là, s'il y a un pilote qui est au même niveau que moi, je vais dire, tu sais, on travaille ensemble pour rattraper la personne à l'avant, puis après, on décidera de ce qui se passe dans les derniers tours entre nous autres. Mais le but, c'est pas de se ralentir entre nous. Mhm. Je vois exactement d'où ça vient. J'ai bien hâte de voir comment ça va se développer parce que là, c'est sûr qu'Antonelli a quand même une bonne avance au championnat là, sur son coéquipier. Euh, mais après la pause d'été, peut-être qu'on va avoir un meilleur portrait, là, justement. Là, mais je regarde ça, c'est combien? C'est 50 points très exactement là, qu'il a sur. C'est ça? Je recharge ma page. C'est bien 50 points qu'il a d'avance sur George Russell qui vient de Tonelli. C'est Ça pas n'a pas beaucoup. changé. Ça a Non, pas non, ch- non, c'est pas ça, c'est que j'ai mes pages d'ouvertes depuis tellement OK. longtemps que là, je voulais juste être sûr que j'avais la bonne affaire, mais Là, là, je comprends. mais tout ça pour dire que 50 points, ça reste que c'est 2 abandons et 2 victoires pour un ou pour l'autre. Là, tu sais. Donc, c'est pas tant. On n'est pas rendu au moment de l'année où ce que, tu sais, on peut parler du mathématiquement possible dans la vie, sauf que vers la fin de la saison, ces fameux mathématiquement possibles-là, ils vont peut-être prendre le bord si c'est un mathématiquement possible à moins 70. Sauf que là, 50 points avant mi-saison, je pense qu'on ne peut pas avantager un pilote ou un autre du Non, on côté de peut. Mercedes. Parce qu'il ne coopérera pas.
Si tu demandes à George Non, Russell de lancer la serviette sur sa saison, jamais de la vie. c'est ça. Puis je serais le premier à le critiquer s'il le faisait. Ouais, Il enverrait un message clair au ça fait pas reste. pilote de course automobile du tout. Non, exactement. Ça va vraiment, c'est anti-pilote, là. Ouais. Je connais pas de pilote qui ferait ça. À part Eddie Irvine. Ouais, non, ça c'est sûr. C'est l'autre fois, je sais quoi, je voulais vous dire. Où est Eddie Irvine lorsqu'on a Ouais, besoin de quand lui, on a là? besoin de lui d'être le Ouais, bon numéro 2. En tout cas, j'en vois pas ouais. d'autres avant qui feraient ça de cette façon-là. Mm. 50 points du championnat, il peut pas lancer la serviette. Puis comme tu dis, avec le nombre de Grands Prix qui restent, on sait même pas combien de Grands Prix qui restent à la saison parce que ça va se Non, clarifier. ça, il y a cette incertitude-là au C'est ça, sujet donc de. il va peut-être en rester moins, mais pas moins 20, mais on va peut-être en avoir plus. Ok, il reste à Moi, voir. j'approcherais la saison, sérieux, Martin, en fonction du fait qu'on ne fait pas ces courses-là. Oui, exactement. C'est Non, comme c'est la ça, je meilleure le façon. verrais. Oui. Je pense que tu fais bien de le dire parce que c'est vrai, de prendre, puis d'aller dans des portions de la saison, parce qu'on le sait avec la duo, puis toutes les améliorations qui vont venir de gauche à droite, de vraiment prendre les moments de la saison où tu peux aller chercher ces points-là. On peut le dire, là, la première partie de la saison, George Russell a échoué. Donc, à lui d'entamer une nouvelle partie, puis de voir qu'est-ce qu'il peut faire avec ça. Mais il faut qu'il reste en vie. C'est ça la chose la plus importante Mhm. pour lui présentement. Et l'autre chose, c'est de toujours devancer Kimi dans les qualifications pour avoir la meilleure stratégie. C'est sûr et certain. Parce que sinon, si tu laisses la décision, ben on va aller à celui qui a un peu plus d'avance. On va essayer de favoriser Kimi ou on va essayer de donner des opportunités à Kimi parce que c'est lui présentement qui montre à l'équipe qui a le plus de chances de gagner. Parce qu'il n'y a pas de il y a eu des week-ends où il y a eu ces moments un peu plus difficiles, puis il trouve toujours une façon de revenir. Donc, c'est sûr que George, là, c'est drôle à dire, hein? C'est un drôle de sport, la course automobile, avec le sport, Mhm. le mélange équipe, le mélange individuel. Mais en gros, il doit donner des mots de tête à Toto Wolff et à Mercedes. C'est ça qu'il doit faire. Ah, Il doit c'est faire. sûr. Comme tu dis, d'une certaine façon, assurer le championnat constructeur de l'équipe, fait que ça va les rendre heureux, mais leur causer un mot de tête en voulant dire, ben, tu peux pas vraiment commencer à faire des consignes d'équipe de numéro 1, numéro 2 ou priorité au championnat, puisque George ne te donne pas cette possibilité parce qu'il reste dans la course. Puis c'est lui, c'est le fun à dire, mais c'est lui qui a ça entre ses mains. C'est à lui de faire mieux que son coéquipier. Dans le fond, pour l'instant, il doit juste battre Kimi. Il doit même pas penser à battre Lewis. C'est mieux de le Ouais. faire, là. Mais pour Mm. l'instant, son travail, c'est de battre Kimi. Puis il a la même voiture que lui, donc allons voir ce qu'il va être capable de faire avec ça. Si tu veux bien, on va passer au week-end de course, François. Ben ouais. Ça fait longtemps qu'on attend ça. Spielberg. Donc, débutons dès maintenant avec le Grand Prix d'Autriche. Eh bien oui, pour une 22e fois, les bolides de Formule 1 se retrouveront on pourrait dire, hein, dans un décor de la mélodie du bonheur, sur le Red Bull Ring, un tracé de 4,326 km, 10 virages. Ben là, tu pourrais me traiter de menteur, François, parce qu'il y en a Ah non, quasiment, il y en on a va en pas mal parler, oui. 7, hein? Il y en a quasiment 7. Moi, Dans 7? Non, non, mais même pas euh, 7. t'as- non, non, en fait, il y en a. Moi, je suis pour dire qu'il y en a 9 9, et OK. non pas 10. OK. Non, mais bon. Ben, s'il y en a qui se disputent, tu lèves même pas le pied. Mais on va dire que c'est un virage quand même, mais en tout cas, en tout cas. Ben, quand je vais parler du circuit, je vais expliquer pourquoi. Officiellement, 10 virages, 7 à droite, 3 à gauche, 4 zones ligne droite, donc on peut ouvrir les ailerons. Les pilotes devront compléter 71 tours dimanche lors de l'épreuve et les pneus choisis, les gommes choisies par Pirelli sont la C3 pour la dure, la C4 pour la médium et la C5 pour la gomme tendre. La gomme tendre, on la verra peut-être pas beaucoup à part en qualification parce que 32 degrés, la température ambiante qui était ce vendredi, ça risque de se poursuivre pour le week-end. Donc, normalement, les C5, ça dure pas longtemps sur un circuit comme ça, même si c'est le tour, c'est un tour très, très court, très condensé, mais on a quand même besoin de faire perdurer ces gommes-là pour être capable d'être compétitif sur un tour complet. Donc, c'est le temps, là, François, de plaider ta cause. Il y a combien de tours, de virages officiellement là, sur ce circuit-là? Officiellement 10, mais nous, les pilotes de course, et même ceux qui aiment la course en général, c'est ce fameux virage 2 là, qui est Ah, ça, qui est dans non. la grande ligne droite, Ah qui est ouais. comme vraiment ce qu'on aime bien appeler un petit kink, là. C'est vraiment un petit croche qui mène en haut de la butte, qui est le virage 3 en fait, mais que nous, on aime bien appeler le virage 2. Donc, Mhm. je vais y aller avec vraiment l'explication officielle. Donc, je vais garder le virage 2 parce que sinon, je vais mélanger tout le monde, hein, juste par mes propres croyances personnelles, donc ça fait aucun sens. Donc, le virage 3, qui est celui où Antonelli a joué à la boule de quai l'année dernière, a emporté Verstappen avec lui. On a vu également, c'est Verstappen-Leclerc,
Là, il y a eu aussi Max et Lando Norris qui se sont accrochés. Donc, c'est un virage très serré. C'est pas tout à fait un virage en U, mais c'est pas un 90 degrés. C'est un peu Pas une plus. épingle, c'est pas. C'est ça. C'est pas, Ouais. c'est pas un épingle, mais on n'est pas loin. Tu sais, Ouais. c'est plus aigu qu'un 90 degrés, certes. Donc, c'est vraiment un circuit qui est hyper intéressant. J'aime bien le piloter. Comme tu dis, c'est pas hyper long. C'est un tour d'environ 1 minute 7, là, 1 minute 9, tout dépendant là, des saisons. Ça a déjà été une Mais minute ça, 4, même, je pense. Le record, ouais, c'est ben une ça a déjà 3. été, Ouais, c'est ouais, ça. c'est T'as fou, peu, là, c'est on ça. regarde des records, là, ben bon, c'est ça. Ouais, ouais. Ça va Mais vite, là, c'est ça. une 7, c'est aujourd'hui. Tu as Ouais, c'est raison, puis ça. ça montre la différence, mais ça a déjà été. On pensait même à un moment donné, si ça continuait, qu'on allait descendre en bas de la minute. Ça montre à quel point c'est rapide comme tour. Mais de la minute qu'on arrive dans la portion intérieure du circuit, c'est des virages très rapides, Mhm. très appuyés, donc je peux comprendre qu'il y ait de la dégradation, surtout avec la chaleur. Belle carte postale, hein, on est dans les montagnes de l'Autriche, de Styrie, si je ne me trompe Oui, pas. oui. Puis c'est un circuit aussi qui fait quand même un vieux circuit qui a été réadapté parce qu'à l'époque, il se ressemblait un peu, mais il était moins carré, il était plus rond un peu, là. C'était à l'époque où les circuits de F1 étaient vraiment comme tout en courbe. Là, celui-là, il était vraiment réadapté Attends, dans le attends. but d'avoir des zones de dépassement. C'est le moment de l'année où je me pratique à dire Otenchtroschein, Non, Otenchtroschein, Otenchtroschein, j'attendais que tu le dises. Donc, es-tu capable de l'essayer pour le vrai ou Attends, je l'ai pas devant moi, mais tu sais que mon ton accent accent allemand? autrichien est très En fait, c'est quoi? Il c'est faut de que tu le l'allemand. dises à l'allemande, mais il faut que Ouais. tu, comme si tu disais Autrichring, c'est Österreichring. Österreichring, qui après Ouais, ça est devenu le A1 Ring, qui était ouais, beaucoup plus facile à dire, et le ouais, Red Bull Ring, qui est correct aussi maintenant, qui ouais, est ouais, très ouais. bien. Moi, je l'ai. Mais Tu sais, Otenchtroschein. à l'époque où on trichait à Hockenheim, oui, Simon, ça s'appelait le Bon, tu reviens A1. là-dessus, tu rouvres la porte, là. Ouais, je sais, ça s'appelait le A1 Ring. Le A1 Ring, Donc, oui. voilà. Mais bon, peu importe le nom qu'il a, bien content qu'il soit, ben, je veux dire revenu parce qu'il était absent un peu du calendrier, mais Mhm. maintenant, c'est un incontournable de la F1. Toujours de très bonnes courses là-bas, bonnes opportunités de dépassement. Écoute, je pense que c'est un Grand Prix qui est complet. Il y a de tout. Puis, Oui. oui, Il y a de oui. Puis moi, tout. je pense que j'ai eu ma meilleure course de Gran Turismo, c'est sur ce circuit-là. Donc, j'ai connu les plus hauts grands hauts et des fois les plus grands bas. Donc, j'adore cette course-là, puis j'ai bien hâte de voir là, ce qui va se passer en fin de semaine. Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi. On a toutes nos façons de voir ça. Moi, j'ai l'impression que lorsque je fais une simulation ou que je joue à quelque chose sur ce circuit-là, ma priorité, c'est toujours de trouver, ça devrait être comme ça ailleurs, mais j'ai l'impression que c'est encore plus important de trouver les bons points de freinage. Ils sont difficiles à trouver, mais il y a tellement de temps que tu peux aller gagner. Si tu réussis à saisir justement virage 1, ça commence comme ça. Virage 1, là, tu es un peu dans le néant, tu sais pas vraiment où tu dois vraiment freiner de la bonne façon pour être capable de maximiser beaucoup de vitesse. Si tu le prends trop à l'intérieur, ben, le virage va t'envoyer vers l'extérieur, puis après ça, ben, tu vas manger le dessous de ta voiture sur les vibreurs, tu vas manger tes pneus, tu vas perdre Mhm. de l'accélération pour la grande première ligne droite qui va mener au virage 2, en mettant des guillemets, bien sûr, et au virage 3. Euh, donc, tout le long, tu dois jongler un peu avec ça, jongler avec avoir le bon appui aérodynamique, pas trop en avoir parce qu'il y a tellement les grandes lignes droites que tu vas payer le prix. Ensuite aussi, tu dois être agressif en virage, agressif sur les freinages, mais c'est tellement facile de bloquer une roue, plus précisément virage 4 à cause que tu es en dénivelé. Ouais. Donc, c'est très, très technique. Quelqu'un regarde ça, puis là, on faisait des blagues tantôt, 10 virages, 7 virages, peu importe, 9. C'est pas beaucoup, là. Normalement, on a des 17, 18, 19 virages. Donc, c'est pas beaucoup, mais c'est spectaculaire à quel point, en si peu, en seulement 10 virages, on va essayer ce qui est officiel, comment il y a de la technicalité, puis tu peux faire énormément d'erreurs qui vont te coûter cher au bout de la ligne. C'est vraiment la particularité de ce circuit-là, là, si tu me permets de le dire ainsi. Oui, ben, tu sais, il a l'air facile lorsqu'on le regarde comme ça, mais j'ai vu énormément de pilotes sortir de piste hein, dans la Ben oui, FP2 oui, oui, en Charles essayant de Leclerc. trouver la limite, Mhm. oui. Puis ce premier virage-là, qui est quand même assez rapide, c'est un petit peu plus obtus qu'un 90 degrés, mais oui, tu dois vraiment essayer d'avoir la meilleure ligne possible, pour pas trop coller les vibreurs d'intérieur, comme tu dis, qui peuvent te catapulter à l'extérieur, et c'est ce qui met la table pour cette fameuse longue ligne droite avec le petit kink du virage 2 avec mes guillemets. Mais ce virage 3-là, qui est hyper serré, lui, il est dur à prendre parce que le point de freinage est facile à décerner puis tu es en montant.
à discerner, pardon, mais tu es en montant. C'est juste que la relance de ça est très lente quand même. Donc, si Ouais. tu fais patiner les pneus, tu viens de perdre beaucoup tu perds beaucoup de traction, puis tu perds beaucoup de vitesse. Puis quand tu pars du virage 4 qui est en descendant, ben celui-là, tu arrives avec énormément de vitesse et justement, vu que tu descends, ben, ça se peut, comme on dit, que tu passes un peu tout droit. Et la sortie de ce virage-là, c'est là qu'on a vu, c'était quoi donc? Sergio Perez a déjà été à l'extérieur parce qu'il y avait des petites bagarres. Ouais. Je me demande si c'était pas Bottas qui avait poussé aussi Alex Albon quand il était pour Red Bull, là, qui l'a empêché d'avoir un éventuel podium, si je ne me trompe pas, même peut-être une victoire. Donc, c'est un circuit qui est difficile. À l'intérieur, aussi, tu parles de point de freinage. C'est là que, vu que ce n'est pas des freinages appuyés, c'est comme au feeling, c'est vraiment au ressenti. Normalement, quand on dit en course automobile, faut prendre ses marques. Un poteau ou une pancarte, c'est quelque chose qui est toujours physiquement facile à identifier. Dans l'intérieur du circuit, on n'a pas ce type de. On a des points de repère comme ça, mais c'est moins visible un peu. Donc, c'est souvent au ressenti, comme je disais. Puis, c'est là que c'est plus facile de faire des erreurs. Puis, c'est des virages hyper rapides. Donc, je comprends des fois les pilotes de sortir un petit peu là, de piste à ces endroits-là, surtout vers les deux derniers virages, eux autres, qui arrivent à une vitesse folle. Puis c'est souvent là qu'on voit des pénalités, justement, pour sortie de piste, puis qui risque d'avoir beaucoup d'avertissements en fin de semaine par rapport à ça. Donc, c'est un circuit qui est vraiment assez compliqué, même s'il paraît simple sur papier. On a mis de la gravelle hein, maintenant pour Oui, dissuader. Parce que tu te rappelles, c'est là que ben, je pense que personne qui a oublié la panoplie d'erreurs à un moment donné là, qu'on avait eu. Là, c'était pas d'erreurs, de pénalités. Là, il y en avait tout partout, puis tout était sous analyse, tout ça, oui. notamment justement quand on retourne vers la grande ligne droite, où ce que c'est facile de mettre des roues à l'extérieur. Euh, j'ai hâte de voir ça. J'ai aussi hâte de voir, vu que c'est un petit circuit, le fait qu'on a 22 voitures, parce que j'ai été agréablement surpris depuis le début de la saison, parce que moi, c'était quelque chose que je soulevais souvent. Je disais, ben là, on rajoute une autre écurie, on a déjà de la misère, on a plein de pénalités, des enquêtes après les qualifications, qui a bloqué qui, puis tout ça. Depuis le début de l'année, j'ai envie de dire que tout le monde a été étrangement discipliné, puis on dirait que c'est plus facile depuis qu'ils sont 12, qui sont 22 voitures en piste, je sais pas pourquoi, mais c'est peut-être celui là qui pourrait ramener là, quelque chose qu'on voyait beaucoup auparavant, c'est-à-dire des enquêtes après qualification, où vous allez voir les fameux petits logos rouges là, qu'on met, les petites barres rouges à côté des noms après la séance quand on publie les résultats, que les pilotes pourraient en avoir bloqué un autre. Il va falloir être très vigilant de regarder dans ces rétroviseurs parce que les voitures arrivent très, très vite, puis il n'y a pas tant d'endroits que ça pour laisser passer quelqu'un aussi. Ben, c'est pas si pire dans le fond parce que si on réussit à le faire à Monaco Ouais, t'as sans trop de raison. soucis, m'a dit que Mais il n'y a pas beaucoup de place. Tu sais, c'est ça, je non, te ben, dis. Puis t'as il y en raison, a pas Monaco. tant. Monaco, on n'a pas eu d'enquête. T'as raison pour s'arrêter l'endroit normalement qui aurait dû être très difficile. Puis on s'en est quand même bien tiré, pas de pénalité, là. C'est C'est vrai. pas un circuit qui est Ouais. hyper large, mais il n'est pas non plus super étroit. Donc, on Non. a quand même, tu sais, on est capable de rouler 3 de large là-dessus. Donc, puis surtout, la visibilité est très bonne. Ouais. Tu sais, de la façon qui est faite, on est capable de bien voir ce qui s'en vient. Il n'y a pas, tu sais, il y a pas, à part peut-être l'avant-dernier virage, il n'y a pas vraiment de virage aveugle, là. Donc, j'ai confiance qu'ils vont être capables de faire La quoi de ligne bon. des Puis, puits, par exemple. Là, c'est ouais, pour bon, rentrer dans les puits, là, ça, c'est le ça, gros. par Ouais. exemple, c'est difficile parce qu'il faut que tu colles l'intérieur. Donc, si tu veux prendre le point de corde, ouais, ça a toujours été une. Mhm. Ouais, tu as raison Parce que si tu là-dessus. lèves le pied, parce que tu t'en vas dans les puits, mais que Ouais, l'adversaire derrière s'en vient vers toi, ben là, tout d'un coup, tu viens que tu le bloques. C'est très dur de plaider ta cause parce que ben, moi, j'ai levé le pied parce que je voulais, parce que tu dois virer beaucoup plus serré si tu veux rentrer dans les puits, donc c'est ouais, normal de c'est vrai. décélérer. Mais celui qui te suit n'a pas besoin, lui, il veut essayer d'emmener beaucoup de vitesse dans son virage pour maximiser justement son temps. Euh, Puis ça, j'ai pas vu beaucoup de corrections apportées. J'ai hâte de voir dans les directives de course si on a changé quelque chose. Mais je sais que dans les dernières années, ça avait été problématique. Puis c'est pas comme si on pouvait modifier quelque chose, là, faire Je un, sais pas si un viaduc. si c'était possible, non, de pouvoir, mettons, parce que j'y pense pas lorsque je course dedans, de regarder à droite vraiment qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour changer. Mais Mhm. mettons, avec des voitures de F1, l'avant-dernier virage, le virage Rint, là, je sais pas s'ils le prennent à fond. Je pense qu'il lève peut-être un peu le pied, mais avec une voiture autre que ça, une voiture de GT, il faut que tu ralentisses considérablement pour pouvoir prendre l'entrée des puits. Puis Ouais. je me demande pourquoi s'il ne pourrait pas.
à faire l'entrée des puits avant le virage 9. Tu sais, avoir une entrée, mettons, du côté droit de la grande ligne, ben, de la petite ligne droite qui Oui. mène à ce virage-là. Je ne sais pas si, comme tu parles de modif faisable ou pas. Là, je regarde une photo, mettons, du circuit par-dessus. Puis la seule chose que je vois là, ce sont des arbres. Donc, c'est pas comme à Imola où on pouvait pas vraiment étirer le tambourello parce qu'il y a une rivière. Là, c'est à l'intérieur. Je pense qu'il y a de quoi qui pourrait être fait. C'est sûr que ça rallongerait l'entrée des puits, ça ferait perdre plus de temps aux écuries, mais on réglerait un problème de sécurité flagrant. Oui, flagrant. Mais pour l'instant, dans les dernières années, on l'a vu à quelques reprises. Au moins, on ne voit pas d'accident. Mais c'est surtout la situation que je nommais tantôt, que ça fait comme ah ben tu as bloqué, donc à ce moment-là, ben là, on vient avec des analyses puis tout ça. Ouais, là, c'est ça. Là. C'est S'il y ça. a entrée au puits, je pense pas qu'il y ait matière à bloc, à moins qu'on voit une anomalie dans la télémétrie sur la Mhm. vitesse normale d'une entrée au puits versus celle qu'un pilote aurait pu Ouais. utiliser à ce moment-là. Mais tu vois, c'est drôle parce que quand on écoute le NASCAR puis quelqu'un veut rentrer dans un puits sous drapeau vert, tu sais, souvent, il y en a qui vont prendre la ligne intérieure, puis là, ben, ils sortent une petite main par la fenêtre pour dire Hey, chut, je m'en vais là. Tu peux Ouais. pas vraiment faire ça avec une F1. Non. Ça lui prendrait un petit clignotant, là, genre clic, clic, je m'en vais au puits. Ouais, ben les chances de le Euh, voir, c'est ça. ouais, Ce serait. remarque un témoin lumineux qui annonce une entrée au puits. Euh, Écoute, je dis ça de même. Je me demande si ça serait pas quelque chose Mais à qui cause pourrait que être c'est juste implémenté. un endroit qui est problématique comme ça, j'imagine que ça ne viendrait pas à devenir une décision. C'est à cause qu'on a juste cet endroit-là. 20 Y a-tu secondes que ça juste là? coûte. Ouais. Ben, Je sais ben, pas, en il tout cas, faudrait on le ça, verra c'est un au sujet courant de l'année. à revoir. Bon, on peut Ouais. demander aux auditeurs, dites-nous-le dans les commentaires si vous pensez. Y a-t-il un autre circuit comme ça où l'entrée des puits est plus hasardeuse un peu? On en connaît des fois, c'est la sortie, mais quel autre circuit se qualifierait, mettons, pour avoir une Mhm. discussion sur sécurité d'entrée? Parce On que va vous faire travailler un peu pour nous je autres. les ai qui passent dans ma tête présentement. Tu sais, la Chine, c'est beau. Montréal, c'est beau. Bahreïn, Ah oui, c'est Montréal, beau. ça se fait bien. Montréal, c'est très bon. Au bout de la ligne Mm. droite, c'est la meilleure façon. Ouais. Ceux qui veulent continuer, continuent, puis ceux qui veulent tourner, tournent. 20 secondes que ça coûte l'arrêt au puits. Fait que comme tu disais tantôt, il y a de la place à modifier ça. En tout cas, on a tellement parlé que je serais pas surpris que ça soit un facteur en fin de semaine, qu'il arrive quelque chose, puis le monde va faire comme Ah, vous l'avez on pas jinxé, mais vous en avez parlé, puis Ouais, ouais, c'était ouais. quelque chose. Mais en tout cas, on souhaite pas ça à personne parce que c'est plate des pénalités, puis surtout pas d'accident à cet endroit-là. Ce qui va faire parler puis vous allez comprendre pourquoi notre volet trajectoire technique présenté par nos amis de Service d'outils FGL, une entreprise québécoise de troisième génération qui vous vend des produits Makita, DeWalt, Milwaukee et plusieurs autres marques prestigieuses, mais répare aussi vos outils. Donc, si vous êtes un entrepreneur, un professionnel ou simplement un bricoleur à vos heures, ben, je vous dis de vous tourner vers nos amis d'FGL parce que encourager nos commanditaires, ben, c'est aussi encourager le podcast que vous écoutez, que vous appréciez, j'imagine si vous êtes là à tous les rendez-vous qu'on a au cours d'un championnat du monde de Formule 1. Donc, si vous voulez nous encourager, ben, une très, très bonne façon, bien sûr, c'est de nous écouter, nous suivre sur les réseaux sociaux, mais c'est aussi de choisir nos commanditaires lorsque vous avez besoin des produits Makita, DeWalt, Milwaukee, des escaliers comme des cœurs incorporés, ou si vous avez besoin d'un sauna comme l'entreprise Sauna Viking. Donc, trajectoire technique, je mets l'emphase sur Ferrari, et avec Ouais. raison, puisqu'on a tellement parlé de la duo, eh bien oui, finalement, Ferrari a le droit d'apporter des améliorations à son groupe motopropulseur grâce à cette mesure, que ce système-là qui avait été mis en place pour empêcher justement que des écuries ou des motoristes prennent trop d'arriérage. Et là, la première évolution, ben, Simon Bachin avait vu juste, hein, c'est lui qui nous partageait ça dans notre dernier épisode. Il disait, ah, moi, de ce que j'entends, c'est déjà prêt pour Ferrari, ça s'en vient. Ben, il Mhm. a vu Il l'a juste, dit. c'est ça, c'est déjà arrivé. On a l'amélioration. Et plus précisément, ben, c'est quoi cette amélioration-là? Eh bien, c'est une nouvelle chambre à combustion. Qu'est-ce que ça va faire dans la vie? Bien, la chambre à combustion, plus précisément de ce qu'on a modifié, c'est la tête des cylindres, la tête du cylindre, dans le fond. Ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on a changé le matériel qu'on utilisait. On va aller vers l'acier plutôt que l'aluminium. Ça va nous permettre d'aller plus haut en température. J'imagine, je dis ça comme ça, parce que la question facile, c'est pourquoi on n'a pas pris l'acier en partant? Ouais, je trouve ça bizarre que ça n'a pas été. C'est-tu là que tu t'en allais dans la question? Oui. Ben, Ben, je pense, je l'avais dans ma oui, tête, en tout cas. Je suis comme, pourquoi on n'a pas décidé ça du début? Mais oui. explique-nous, Martin, pourquoi? Ben, je pense que c'est un compromis qu'on a fait OK. pour le poids.
Sûrement. On a probablement dit, ah, puis là, après ça, on a vu que finalement, ça revenait, c'était peut-être plus négatif de dire, bon, on allège le moteur, mais finalement, on a moins de puissance. C'est que, moi, j'ai l'impression que c'est un calcul qui a peut-être été mal fait à la base ou que on avait, tu sais, autant qu'on a vu des bonnes choses, hein, on se rappelle qu'on a été précurseurs sur comprendre comment bâtir le turbo. Et peut-être Ouais. que ça, c'est quelque chose, un facteur qu'on avait peut-être négligé un petit peu. Puis là, ce qu'on voulait, c'est que, bien sûr, si tu es capable de faire monter la température de ton moteur, d'aller plus haut, ben, c'est bon pour plein de situations, bien sûr, des situations qui vont te servir au championnat, mais c'est aussi bon pour développer plus de performance. Donc, demander une plus grande capacité au moteur, un plus grand travail, une plus grande charge, développer plus de puissance. Donc, tu peux monter la pression aussi. Donc, il y a tout plein d'avantages à ça. Donc, on a décidé d'entourer cette problématique-là du côté de l'entreprise italienne. On pense que ça va nous faire bénéficier beaucoup. Là, c'est sûr qu'on parle aussi du nouveau carburant que Shell emmène. Tu m'en parlais Mhm. justement avant qu'on commence à enregistrer. Je pense que c'est non négligeable, c'est bon d'en parler. La raison pourquoi, dans ma tête, à moi, perspective personnelle, c'est moins un facteur, les histoires de carburant, c'est que c'est tellement légiféré. La liste de règlements et d'études à passer, puis d'approbation, accréditation, vous pouvez faire la liste là, qu'il faut faire, les échantillons qu'il faut emmener, les échantillons qu'il faut donner entre chaque Grand Prix, entre chaque séance. J'imagine que s'il y a des gains significatifs à faire là-dessus, ils sont. J'ai l'impression que c'est pas si gros que ça pour aller avec les investissements. Là, la raison pourquoi on va en voir beaucoup de ces nouveaux types de carburants-là, c'est parce que le carburant est nouveau aussi. On est maintenant avec des carburants synthétiques, donc on continue les évolutions de technologie là-dedans, qui ne sont pas nécessairement liées à la performance, mais qui peuvent avoir un lien sur l'efficacité, là, dans le fond, d'en prendre moins. Ça, au bout de la ligne, ça peut peser dans la balance aussi, même s'il faut toujours qu'il reste 1 litre à bord du réservoir. Donc, il y a quand même ce minimum-là qui nous bloque là, de faire le carburant qui est le plus économique possible. Donc, c'est des choses qu'on va avoir à surveiller au cours de l'année. Mais le fait aussi qu'on dit que ce carburant-là va se prêter aussi aux modifications qu'on va faire du moteur. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'on voulait que ça laisse pas des résidus parce qu'avec un mélange de ce carburant-là sur l'aluminium, aurait pu causer des problèmes? J'extrapole, là, je vois plus loin ça, mais Oui, oui. ça pourrait être ça aussi. Ça pourrait être des petits facteurs, des fois, qui semblent. Ça peut sembler banal pour nous, mais d'un point de vue ingénierie, c'est des choses qu'il fallait modifier. Au bout de la ligne, ce qui intéresse le plus les gens, c'est quoi que ça va donner. Ce que ça va Mm. donner, on espère du côté de Ferrari, c'est développer 15 chevaux de plus. Vous allez me dire, tout ça, puis tous ces millions-là pour 15 chevaux, ben oui, ben ça peut faire la différence, surtout En quand masse, oui, oui, surtout quand ouais. tu es aussi près de tes adversaires que ça, là. Exact. C'est ça, puis que ces 15 chevaux-là, ça veut pas dire nécessairement que tu le mets en banque contre tes adversaires, c'est peut-être du rattrapage que tu n'avais pas normalement. Mais on dit là, le meilleur des scénarios. Regardez le week-end dernier, on disait que nos améliorations, on allait nous donner environ 2 dixièmes au bout de la ligne. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on a eu? Peut-être qu'on a eu 1 dixième et demi, peut-être qu'on a eu un peu moins que ça, mais on a quand même eu une victoire. Donc, des fois, des petits gains qui semblent banals sur papier sont très, très gros au bout de la ligne. Donc, même si on n'a pas 15 chevaux, c'est certainement une aide qu'on va accueillir à bras ouverts. Puis là, ça me donne envie de te demander, François, Mhm. de parler un peu, puis ça a été la question qu'on a posée sur notre page au cours de la semaine. Lewis Hamilton, George Russell, bien sûr, Kimi Antonelli, meneur au championnat. Est-ce que tu penses que des améliorations comme ça, comme qu'on vient de voir, les avantages que Ferrari va avoir, ça place vraiment Lewis Hamilton comme un candidat sérieux au titre? Toi, tu me l'as dit que tu le vois possiblement gagner un titre cette année, mais là, une semaine plus tard, avec ces améliorations-là qu'on apporte, est-ce que tu trouves que ça vient un peu réaffirmer les intentions de Ferrari cette saison? Oui, j'y crois parce que On était prêt, en tout cas. ouais, oui, mais ça, Simon, comme tu dis, l'a souligné. L'autre chose aussi, c'est que Lewis Hamilton, il a cette expérience-là. Mhm. Puis quand on dit il l'a d'aplomb, là. Il est allé là souvent, puis il s'est battu souvent pour le titre. Pas toujours en le gagnant non plus. Donc oui, il y en a 7 en banque, mais il s'est battu pour le titre plus souvent que ça. Donc, dans une course au titre, lorsque ta performance est déterminante, il sait exactement quoi faire. Lewis Hamilton. Il n'y a personne qui a autant d'expérience que lui, mis à part Michael Schumacher sur papier. Donc, j'y crois. Puis Ferrari, avec tout ce qu'ils apportent, mettons qu'on laisse le facteur Hamilton de côté, la Ferrari est très. Tu sais, on disait, est-ce que c'est la meilleure voiture? On disait non, mais elle est à peu de choses près de la devenir. Donc, est-ce que cette, ces améliorations-là vont amener la Ferrari au niveau de la Mercedes?
ou même au-dessus, même s'ils sont au même niveau maintenant, ça va être une question de c'est qui va tirer son épingle du jeu. Puis là, on parle d'écuries comme Mercedes et Ferrari. Je songeais à la même chose en vous réécoutant lorsque je tondais mon gazon. Comme c'est qui a le meilleur duo de pilote en ce moment? C'est-tu Ferrari ou c'est Mercedes? Ben moi, je dis que c'est Ferrari. Donc, si Ferrari venait qu'à prendre les devants, et aussi que Oh, Russell et attends, Antonelli se attends une grugent seconde. des Tu points. viens de Ouais. poser une bonne question. Qui a le meilleur du... Je, je suis pas convaincu. Dans le fond, la question est simple. C'est qui en arrache le plus entre George ou Charles? Oui, ben, ça se dit, mais moi, je parlais de duo en tant que tel. Si, mettons, j'ai Ah, dans Hamilton et l'histoire. Leclerc. OK, Non, dans non, non, je parle l'histoire. là, cette année. Non, 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 mais ce que je veux dire, c'est leur historique. Pas juste. OK, tu veux dire depuis le début de l'année, mais mettons qu'on. Tu sais, Lewis, il fait mieux depuis quelques Grands Prix, il fait bien. Antonelli, Il est plus en symbiose avec son auto, là. Ça, c'est Antonelli, sûr. on peut pas rien y reprocher. Non. Mais Mais qui a Charles le est plus? moins présent un peu, mais donne-lui une Ouais, bonne voiture. Il va peut-être aller, tu sais, si ouais. l'auto elle vient au niveau, je pense que Charles va être capable d'aller gruger des points puis finir en avant d'Antonelli et Russell Mhm. aussi. Donc, C'est-tu. ouais. Ouais, excuse, je veux pas te couper, mais Non, non, c'est je pas grave, vais on le faire reprend, en même on temps, reprend je là, mais- m'excuse, là. Mais c'est parce que tu viens de poser une bonne question, puis là, ça ouvre une autre pensée que j'ai dans ma tête, puis c'est peut-être dans la même situation, OK? Il y a quelqu'un qui me posait la question, pour ne pas le nommer, mais Eric Lindros, notre ami Ah, John ben oui. Kirsty, là, et c'est de son vrai nom, John Kirst ou John Kirsty, en tout cas. Mhm. Et on avait une conversation sur Charles, puis sa sortie de piste à Barcelone, puis il me dit, j'en reviens pas qu'à l'expérience qu'il est encore capable de faire des sorties comme ça. Puis là, je disais, oui, c'est spécial parce qu'il aurait dû, comme Jacques Villeneuve dit, il aurait dû abandonner, il aurait dû comprendre qu'il n'y avait pas d'adhérence. Finalement, ça a mordu. En tout cas, il est sorti de piste à Barcelone. On sait qu'il n'est pas tout à fait à l'aise avec ses freins. Ce qui me dérange de Charles, c'est que je me rappelle en Australie, Verstappen, dans le virage, c'est quoi? C'est le 8-9 là, qui se prend à toute vitesse en Australie. Là, Tu parles le genre de pif-paf zigzag, là? Ouais, ouais, le Je me pif-pass sais pas 9-10. Je pense que c'est 9-10. En 9-10, tout je suis pas cas, sûr, ouais. mais tu comprends. On va dire que c'est le Oui, pif-pass zigzag, les gens. Moi, c'est quoi ça? En tout cas, oui, oui. mais Verstappen prend ce virage-là dans la EL1 ou EL2 début de saison. Il 11-12, arrive mon cher. 11-12, OK. Il Ouais. arrive avec beaucoup trop de vitesse, perd pratiquement le contrôle, rase d'aller frapper dans la clôture, fait un tour dans le gazon, transforme sa Red Bull en John Deere, expression populaire en soi. Merci Donc, beaucoup. transforme sa Red Bull en John Deere, puis là, finalement, revient. Après ça, Verstappen, il a enregistré quelque chose, il dit OK, on le dit, c'était sur papier, mais là, je l'ai vu, on a beaucoup moins d'appui aérodynamique que l'année dernière. Avant, je prenais cet enchaînement-là à telle vitesse, je peux plus faire ça. Puis après ça, à partir de là, on a vu qu'il a bâti ses tours différemment. Où est-ce que je reviens à Charles Leclerc pour revenir dans la parenthèse, c'est que Barcelone, on est beaucoup plus tard dans la saison, on n'est plus en Australie, on est peut-être 5 mois plus tard, 4 mois plus tard. Charles Leclerc fait encore ces erreurs-là. Oui, c'est vrai, on a moins d'appui cette année. C'est ce qu'il a fait à Barcelone. T'es arrivé dans un virage où ce que probablement dans les autres saisons, t'as regardé de le faire à cette vitesse-là, mais pas cette année. Puis là, en Autriche, dans la première séance d'essai libre qu'on a vue aujourd'hui, c'était un peu la même chose, même dans la deuxième, parce qu'il n'était pas dans la première plutôt. Mm. Dans la deuxième, on voit la même chose, qu'il arrive à des endroits où il a l'impression qu'il peut encore les prendre à ces vitesses-là, mais c'est plus possible avec la nouvelle voiture. Tu vois, tu sais, fait que c'est un peu ça. Est-ce que George s'est mieux habitué à ça? Moi, j'ai l'impression que George, ça paraît moins qu'il lutte avec le fait qu'il y a moins d'appui. Je pense qu'il lutte un peu plus avec l'instabilité en virage qui se rapporte à ça, mais c'est moins flagrant, peut-être parce que la voiture, il permet plus. Mais j'ai l'impression que Charles, il est pas rendu là. Il a pas encore compris que tu peux pas tourner aussi vite dans ces autos-là. Ben, il a l'air d'avoir. C'est drôle, là, il s'est moins bien adapté à cette voiture-là qu'Hamilton l'a fait, Mais la voiture ou la mais réglementation? ben, Les deux. l'un OK, va, ouais. l'un Ouais, va ouais. avec OK, je l'autre, là. comprends, ouais. Tu sais, c'est plus une voiture à effet de sol de toute façon. Mhm. Donc, on change complètement la façon de conduire cette voiture-là. Euh, donc, on dirait que c'est comme moins. Il s'est adapté moins vite, même s'il a connu des voitures qui n'étaient pas à effet de sol, là. Non, non, c'est ça. Il n'est pas arrivé d'hier non plus. Je ne sais pas ce qui se passe du côté de Leclerc, mais mettons, avec l'expérience qu'il a, on sait qu'il a remporté des grands prix, on sait qu'il peut faire des tours banzai pour les qualifications. Moi, j'ai quand même confiance en Charles Leclerc. Je n'ai pas perdu cette confiance-là. L'échantillonnage est quand même léger. C'est sûr que tu te dirais, ouais, il devrait apprendre de ses erreurs. Là, il est peut-être rendu là aussi. Ouais. Mais en termes de duo de pilote, je suis confiant que si Ferrari est une voiture aussi bonne que la Mercedes, j'ai l'impression qu'ils vont prendre des devants. Puis là, on parlait de Lewis Hamilton puis de gagner un championnat. N'oublions pas que si Antonelli et Russell se grugent des points l'un l'autre puis qu'Hamilton capitalise là-dessus,
ben, ça va faire mal. On l'a vu souvent aussi, des championnats se perdre parce que des coéquipiers étaient trop près les uns des autres et Mhm. on va dire, se vampirisaient des points mutuellement. Donc, Vampirisait. ouais, j'aime bien ça. Très bon terme. Je Donc, pensais pas ouais, l'entendre aujourd'hui, mais ben, je voulais ah, sortir des mots à la Jean-Christophe aujourd'hui, là, mais je n'ai pas encore eu l'occasion, ça viendra. attends, Euh, Jean-Christophe qui revient dans un podcast, faisait quoi, 6 mois qu'on y avait pas parlé, puis il commence avec épidémique. Épidermique. Épidermique, ouais, c'est Épidermique, ça que tu... j'adorais ça, j'adorais C'est ça. Non, mais assez... il y a un bon vocabulaire, C'est JC. épidermique qu'il avait dit, oui. C'est épidermique, ouais. Épidermique. Réaction épidermique, quelque chose comme ça. En tout cas, Alors, il y avait j'ai dit ça, adoré ça ça. m'avait fait rire. J'avais pas voulu. Ça ferait bien lui pour arriver puis sortir ce terme-là dans un podcast de Formule 1. Quoi qu'on peut pas. Ça veut pas dire qu'on peut pas bien parler, mais c'est pas le genre de mot d'habitude que tu as sur ta carte en disant ah, d'après moi, il y a quelqu'un qui va dire ça. Ah non, mais moi, j'adore son sens de l'humour aussi. Ouais. Fait que là, j'étais comme jaloux. Il me remplaçait, puis j'appréciais au bout, mais en même temps, je suis comme, ah, pas, c'est plate. J'aime ça faire des podcasts avec lui parce qu'on rit tout le temps. Mais on va en Il est vraiment avoir drôle. cet été, là. Vous C'est, ouais, allez. ouais, ouais. Puis en plus, JC, je te le dis tout de suite, si tu nous écoutes, là, je devrais être là à Trois-Rivières. Fait que, viens, je vais être caméraman à Trois-Rivières. Fait que viens faire ton tour, là. On va Ah, avoir du fun. j'espère qu'il va être que Ah, quelqu'un je va venir. l'espère aussi, je veux le voir en piste. Donc, Ouais, revenons à nos moutons. ouais, pour fermer la parenthèse, moi, je pense que autant que je l'aime, Charles, puis je suis conscient de toutes ses capacités, à quel point c'est un talent, je pense que c'est un des très, très bons pilotes de la grille, surtout en qualification. Mais je vois des choses qui me dérangent d'ajustement qu'il n'a pas l'air d'avoir fait. Donc, moi, si tu me le demandes aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est Charles qui en arrache plus que George. Fait que pour moi, je pense que présentement, Mercedes a un meilleur duo. Les deux ont réussi à gagner dans l'année, ils ont eu des pôles. J'ai l'impression que Charles se cherche plus que George peut se chercher, puis je suis d'accord avec toi que George se cherche aussi, là. Pas à peu près. D'ailleurs, aujourd'hui, là, pour les gens on va commencer à en parler, là, la séance décédée qui avait lieu, Ben oui. c'était pas beau là, pour George Russell aujourd'hui. Là. Puis, gars, le pilote le moins bien classé du top 4, c'est Charles Leclerc. Fait que ça va de soi de ce que tu parles là. Puis après ça, t'as George Russell aussi qui a pas bien fait à comparer de son coéquipier. Donc les deux ont de la difficulté. Donc ça risque de voir là, lequel va être capable de retrouver ses moyens le plus vite possible pour aider justement dans cette bagarre-là au titre. Pour l'instant, George est toujours un prétendant à être champion du monde, mais j'entends pas Leclerc là-dedans. Là. Charles Leclerc n'est pas dans les discussions. Non, non, je l'ai pas mis dans la conversation. Je parlais juste du autre OK. pilote, là. Mais ça m'étonnerait, là. Non, Je là, suis il est pas pas. du tout Ouais. là-dessus, là. Mais en termes de force en présence, j'ai l'impression que le duo de pilotes chez Ferrari est supérieur à celui chez Mercedes. Reste à voir dans la saison qu'est-ce qui va se produire, mais aujourd'hui, on avait beaucoup à regarder, point de vue des temps, voir si Ferrari allait sortir des blocs puis voir quelle amélioration au moteur. Ça n'a pas été le cas. J'imagine qu'on a encore un peu de rodage à faire. Une question qui est intéressante aussi que j'imagine que les auditeurs ont, c'est qu'est-ce qui se passe avec Cadillac, puis qu'est-ce qui se passe avec Haas, sont des clients Ferrari. Est-ce qu'ils ont les améliorations eux aussi? Selon la réglementation de la FIA, on oblige le motoriste à fabriquer ses améliorations pour ses clients aussi. Oui. Ça a été fait de la part de la Ferrari, mais Haas n'a pas procédé à une évolution moteur parce que ça reste qu'on a des composantes on a le droit d'utiliser dans l'année. On n'a pas voulu utiliser la nouvelle chambre à combustion du côté de Haas. Du moins, c'est ce qu'on entendait jusqu'au début du week-end. Et la même chose du côté de Ferrari. Donc, on ne devrait pas voir un écart de performance ou un bond de performance de leur part lié au moteur. C'est quelque chose qui devrait venir plus tard dans la saison, mais c'est quand même important de savoir qu'on l'avait mis à la disposition de nos clients. Kimi Antonelli a été le plus rapide aujourd'hui. Lui, c'est bizarre, hein? J'ai l'impression qu'il doit rebondir, mais il n'y a rien à se reprocher vraiment, à part qu'à Barcelone, il n'y avait pas eu le meilleur début de week-end, mais a quand même bien terminé. On se Ah rappelle oui, symbolique avec le dépassement sur George tout Russell. à fait. C'est pas de sa Puis, faute. non, exactement. Puis on arrive sur un circuit où l'usure des pneus va être probablement un facteur, quelque chose que normalement, c'est ce qui arrive plus tard dans la jeune carrière. C'est ce qu'il y a de plus dur à faire, hein, François, vraiment, la Mhm. constance, mais aussi comprendre comment gérer ses pneus. Antonelli, ça semblait être la difficulté qu'il avait eue à Barcelone. Finalement, comme je dis, par la fin du week-end, avait réussi à comprendre et mieux faire que son coéquipier. Là, il entame le week-end du bon pied. C'est lui qui a été le plus rapide aujourd'hui. Oui, ben, en plus, il est plus rapide on va dire d'une bonne marge parce que c'est 237 millièmes de seconde, donc 2 dixièmes un peu plus que ça. 2 dixièmes sur un circuit aussi court que ça, c'est quand même beaucoup. Ben là, c'est sûr que c'est des pratiques. Là, on verra en qualif ce qui se passe. Pour ce qui est de gérer ses pneus,
Ben, je pense qu'Antonelli est quelqu'un qui apprend très vite. Je ne serais pas étonné qu'il assimile ça à chaque Grand Prix puis qu'il mette ça dans sa petite poche en arrière comme expérience pour les pneus. Ferrari était bon pour gérer les pneumatiques. Fait que ça avec, c'est peut-être quelque chose. On va peut-être voir les Ferrari, s'ils sont moins bonnes en début de relais, peut-être revenir en fin de relais justement parce qu'ils sont capables de garder cette pneumatique, étirer des relais. Faire la coupure d'en haut, comme dirait Martin, tu sais, peut-être pas aller dans les puits trop tôt, mais bien Ouais. tirer des relais. Là. Donc, on disait la sous-coupure, l'undercut, l'arrêt anticipé, en fait. Mais là, c'est pas ça. Donc, je ne serais pas étonné de voir Ferrari justement capitaliser sur le fait qu'eux, ils ont trouvé la recette gagnante, un peu comme McLaren l'avait là, l'année dernière au sujet des pneumatiques. Mais oui, Antonelli, chapeau pour son temps, son premier temps. Évidemment, les pratiques, on en garde toujours un petit peu. Celle-là, c'est la plus plaisante, la FP2, là. Cela dit, j'ai juste hâte à la qualif de même. Ouais, parce que tu dis, on en regarde un petit peu. 2 dixièmes sur le McLaren. C'est quand même beau pour McLaren, un circuit qui leur sourit bien normalement. C'est Piastri qui a été le plus rapide des deux pilotes Orange Papaye, suivi de Norris à tout près d'1 dixième. Pas de grosse différence entre les deux voitures. Mhm, Donc, ça donne une bonne idée de ce que de la performance que McLaren a peut-être dans le ventre. Ensuite, on retrouve Max Verstappen, quatrième. Quelque chose que je trouve quand même intéressant. On l'a mhm, mentionné. On apporte beaucoup d'améliorations. On se retrouve à une demi-seconde le vendredi. Ça pourrait sembler gros, tu fais bien de le dire, sur un petit circuit, normalement, les écarts devraient être plus serrés, c'est ce ouais. qu'on voit. Une demi-seconde, par contre, normalement, Red Bull fait beaucoup de travail dans la journée de vendredi à samedi. On nous habitue à aller chercher des bonnes améliorations. Je me suis prononcé, on me posait la question lors de ma chronique à CNV jeudi matin, tous les jeudis à 8 heures. Stéphane me demandait, l'animateur, on les considère comme favoris parce qu'ils sont à la maison? Non, mais j'avais de la misère à les compter pour battus. La raison, bien sûr, Mhm, Verstappen, c'est le pilote qui a le plus de pôles, le plus de victoires sur ce circuit-là. C'est aussi le fait qu'on dit que Red Bull a le meilleur moteur du côté de la FIA. On a des belles mhm, lignes droites. Si on est capable de l'utiliser de la bonne façon, d'une façon que ça reste fiable pour Red Bull. Donc, on pourrait aussi, le fait qu'on a apporté des améliorations, le fait qu'on n'a pas nécessairement, on a des virages lents qui nous avaient quand même servi, rappelle-toi, à Montréal, là, tu te rappelles, pas beaucoup de virages rapides du côté de Montréal, puis on mhm. avait quand même bien fait du côté de Red Bull. Mais on a ces enchaînements-là de virages rapides. Tu n'es pas obligé de nécessairement monter sur les vibreurs parce que les vibreurs sont dangereux pas mal pour tout le monde si tu es trop agressif sur eux. Donc ça peut tomber aussi dans les mains de Red Bull parce que normalement, lorsqu'on doit attaquer les vibreurs, c'est là que c'était problématique dans les dernières saisons. Donc, je dis pas qu'ils sont favoris. Je dis juste que pour l'instant, Max Verstappen, un vendredi à une demi-seconde, ça peut sembler gros pour certains. C'est peut-être pas si gros que ça demain. Je serais pas surpris à certains moments de voir Verstappen chatouiller un peu la pole. Parce que là, pour l'instant, Ferrari n'a rien cassé aujourd'hui malgré l'apparition d'un nouveau moteur. C'est sûr que peut-être encore là, on avait des données à aller chercher. Hamilton se retrouve derrière Verstappen. Lui aussi est à plus d'une demi-seconde, à 6 Ouais. dixièmes d'Antonelli. Et on en parlait tantôt, Russell, lui, est à 6 dixièmes de son coéquipier. C'est vraiment pas les débuts espérés pour le Britannique. Non, mais c'est pour ça que je suis un petit peu confus ou plutôt sceptique à l'idée que ces temps-là sont représentatifs. J'ai l'impression qu'on a vraiment comme on est allé chercher des données, surtout qu'il y en a quelques-uns qui n'étaient pas là en FP1 au profit de jeunes loups. Donc, ouais, non, sérieusement, je vois l'ordre des choses en FP2, puis je pense pas que ça va être du tout l'ordre de la qualif et l'ordre de la course. Donc, je regarde ça avec beaucoup de scepticisme, surtout les Ferrari et George Russell. Tu sais, je comprends pas Mhm. là, qu'est-ce que ça fait là. Même que les McLaren soient là, tu sais, je veux dire, sont pas une écurie risible du tout, le McLaren, mais qui viennent se mettre aussi haut que ça quand on a des performances aussi hautes de la part de Ferrari et Mercedes dans les derniers Grands Prix. Je ne serais pas étonné que ce soit vraiment juste là, aller chercher du data, de la donnée, là, puis qu'on se prépare pour la fin de semaine. J'ai hâte de voir demain. Moi, peut-être que je Oui, suis. vraiment. Traite-moi de naïf parce que j'ai l'impression que tu n'es pas dans la même optique que moi. Mais moi, j'ai l'impression que ouais, peut-être que ça n'a pas été ça depuis le début de l'année, mais j'ai l'impression que ça peut jouer entre Mercedes, ça peut jouer entre McLaren. Verstappen peut sortir de nulle part. Hamilton, tu sais, même si ils sont plus loin, les Ferrari, tu fais bien de ne pas les compter pour battus, même si depuis longtemps, on nous habitue que du vendredi au samedi, on n'a pas des gros gains de performance, là. Normalement, on ne cache pas tant de jeu, mais peut-être qu'on le fait ce week-end. Donc, Hamilton pourrait sortir un lapin de son chapeau. Leclerc, il faut qu'il se réveille à un moment donné, lui, il n'avait pas eu la première séance d'essai libre, justement, laisser sa place à un jeune loup, comme tu disais. Donc, lui aussi,
Ça a été plus long de se mettre dans sa journée. On l'a vu faire des tout droits à plusieurs virages. Est-ce que c'est relié au frein ou c'est juste relié au circuit? Il n'était pas le seul à chercher ses points de freinage Ah, il y en aussi. avait beaucoup qui sortaient de piste là, C'est aujourd'hui. ça. Tu sais, on voit Adjar est dans le coup quand même. Il était à quoi, 2 dixièmes de Verstappen, ce qui est correct là, Ouais. pour le côté Red Bull. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on cherche. Donc, ça va être une très, très bonne séance de qualification demain. J'ai hâte de voir comment on va fonctionner. Parce que t'es pas capable d'aller monter à 6 vitesses dans tes pneus pour faire le virage 1 si t'as pas la bonne préparation. Après ça, si tu arrives avec trop de température dans les pneus, ben des fois il fait trop chaud, fait que t'en as plus à la fin, même si c'est un tour qui est très court. Ça va être intéressant de voir qui va être capable de trouver comment jongler avec ça. Tu le faisais bien de le mentionner tantôt, Ferrari, qui semble avoir l'avantage, du moins depuis le dernier week-end, avec les améliorations qui ont été apportées. On l'a expliqué dans notre dernière trajectoire technique, dans notre dernier enregistrement du podcast avec Loïc Serra chez Ferrari, qui est un spécialiste dans le domaine des gommes. Donc, ça va être très intéressant de voir en fin de semaine. En plus, Pirelli qui apporte aussi ces gommes-là, on va sûrement vouloir tout le monde courir sur les gommes dures pour justement essayer de maximiser les relais. Voir qui va être capable de gérer. On va peut-être voir des stratégies différentes. Donc, il y a plusieurs facteurs à couvrir en fin de semaine et le fait que les voitures se promènent beaucoup, moins d'appui aérodynamique cette année, je pense que ça peut tomber justement dans les mains d'un gars comme Lewis Hamilton qui trouve des façons, lui, de justement être. On peut sembler qu'il dort des fois, qu'il n'est pas trop dans le coup, mais il est plutôt en train de préserver ses pneus puis d'essayer de Mhm. rattaquer à la fin. Il y a plein d'angles là, pour l'instant. J'ai énormément de difficulté à me prononcer sur qu'il faut surveiller pour la fin de semaine. Bien sûr, Kimi Antonelli est facile à faire, facile à entourer, puis qui est au haut de la colonne. Mais j'ai l'impression, Russell, je peux pas croire que 6 dixièmes, il a dit son dernier mot avec ça. Leclerc non plus, comme tu disais avec Ferrari. Donc, il y a bien des choses à voir là, du côté. Disons que ça augure bien. Ben, un des paramètres qu'on n'a pas parlé, il ne faut pas oublier, c'est que c'est quand même en altitude comme circuit. Bon, c'est Oui. pas Mexico, là, mais c'est entre 660 et 700 mètres au niveau niveau de au-dessus du niveau de la mer. Donc, la densité de l'air est moins présente. Donc, tout ça influence sur performance moteur, refroidissement aérodynamique. Donc, ceux qui ont souvent des avantages, ça se peut que ce soit un peu plus marqué, tout dépendant de celui qu'ils ont. Donc, ouais, on a vraiment on a une belle fin de semaine devant nous là, pour voir là, les forces en présence, surtout avec les améliorations que tu as expliquées. Si on continue de regarder dans notre fameuse liste là, du classement, Ouais. attends une seconde, je parle de ça, puis je l'ai fermé en même temps que je. Isaac Hadjar en septième. Et voilà, tu peux continuer avec la Suivi. liste, François, Ben, en vas-y. fait, c'est ça, on avait Isaac Hadjar à 7 dixièmes, 7,5 dixièmes. Charles Leclerc est en huitième, lui, pour Ferrari. Donc, on a comme notre petit groupe des quatre écuries de pointe qui sont dans le top 8. Puis là, après, on a notre ami Liam Lawson qui s'invite dans le top 10. Et qui sait qui est dixième, Martin? Un Brésilien. Monsieur Bortoleto, un Ben Audi. oui, Ah oui. Prodi. Audi, Donc, 7 améliorations au cours de la ouais. fin de semaine. Hein. Je ne l'ai pas dit tantôt dans la trajectoire technique. Ben, il y a Alpine qui a beaucoup d'améliorations aussi. Audi Mhm. fait partie de ça. Donc, de le voir dans le top 10, je trouve ça intéressant aussi. Ça amène une écurie différente. Puis on voit que Bortoleto, ben, il fait bien quand même pour un jeune pilote. Là, il passe peut-être un peu plus inaperçu. C'est pas de sa faute. Il n'est pas dans une grande voiture comme les autres, mais quand même. Ben, c'est quand même bon ce que Audi fait depuis le Ouais. début de l'année, surtout qu'ils ont leur propre moteur. Honnêtement, euh, on ne peut que d'en être enchanté parce que ça aurait pu être une écurie risible avec le moteur, là, je parle, là, Mhm. parce qu'on partait pas quand même de rien, là. Donc, c'est impressionnant. Il y a toujours la Alpine qui est présente aussi, là. On remarque, comme on dit, on est en FP, hein, en pratique, donc on ne sait pas exactement si tout le monde a montré leur carte. Mais Gasly qui se maintient. Dixième, Arvid Lindblad, excuse, onzième pour Gasly. Je voyais 10, mais c'est son numéro. 11e, oui, c'est son Donc, numéro. onzième. Arvid Lindblad en douzième. On a Bearman qui est la meilleure des Haas en treizième position. Bearman qui fait bien, mais comme tu dis, Haas n'a pas l'amélioration moteur. Est-ce que ça affecte quelque chose? On le verra. Nico Hülkenberg, quatorzième. Ocon, quinzième. Ocon, hein, qu'on parlait l'autre jour, que ça se pourrait que ce soit peut-être sa dernière année, qui est dans le nom de ceux que sa tête pourrait sauter. Donc, lui a besoin de faire des bons week-ends là, pour Haas et Esteban Ocon. Et ton ami Franco Pour la Colapinto Pinto! en seizième. Là, on commence à avoir des temps quand même assez loin.
On Ouais. est presque à 2 secondes là, des meilleurs temps qu'on a fait. Donc, c'est quoi les tests qu'on a fait avec Alpine là, ou Haas, peu importe, là, de ce côté-ci. Albon, lui, et Carlos Sainz, Williams, regarde, on a comme un tir groupé. Là. Les deux Williams, les deux Aston Martin et les deux Cadillac qui font les 6 derniers. Donc, Mhm. Albon, Sainz, Alonso Stroll et Bottas, Perez. Perez qui n'a pas de temps. As-tu vu Donc, va pas Cadillac? rouler. Cadillac, là, c'était spécial. On essayait quelque chose, probablement de rouler le plus près possible du sol, ou on avait un nouveau plancher, quoi que ce soit. Le feu prenait dans le plancher. Ben oui, c'est ça que tu as Ouais. marqué, Cadillac en feu. C'est ça. Et puis ça a commencé avec Bottas. Je pense que ça a commencé avec Perez. Excusez. Ça a commencé avec Perez. Puis là, après ça, on a essayé autre chose avec Valtteri. Valtteri, il était même pas sorti de la ligne des puits, puis il a dit ça touche déjà à terre. Fait que là, tu peux pas reculer. Il a fallu qu'il sorte, qu'il fasse un tour complet. Par le temps qu'il arrive, son plancher était fini. Le feu était en train de prendre là-dedans. En Mais tout ça n'a cas, pas rapport avec le fait que ce soit Cadillac. Ça a juste rapport avec le fait qu'on est en Autriche. Parce que je ne sais pas si tu te rappelles, le gazon. l'année passée, non, c'était Carlos Sainz, me semble que son char était en feu. Me semble que c'est Ah, en dans la ligne des Autriche. puits ou Est-ce quelque que je chose me comme trompe? ça. Ouais, Je ça se peut. pense qu'on était en Autriche l'année dernière quand Carlos Sainz a pris en feu. Ouais. Je suis pas mal certain qu'on était Mais là. en tout cas, c'est Euh, c'est- c'est spécial, mais c'est vraiment parce qu'on frottait trop à terre, là. C'est pas quelque chose, c'est pas un non, trouble non, je sais. d'électrique, là. Mais c'est vraiment. C'est pas un trouble de Non. l'Osterreichring non plus, là. Non, là, t'aurais Schring, là, je l'ai dit. Non, mais tu sais, ça tombe drôle, justement, parce qu'on en a pas assez parlé au début, mais faut quand même saluer le travail de Cadillac qui va chercher un gars comme Paul Monahan, qu'on parlait dans l'actualité. Puis là, c'est Ouais. sûr qu'aujourd'hui, tu dis, t'en vas chercher un ingénieur en chef de voiture, puis tes voitures frottent à terre puis pognent en feu, tu dis, bah, écoute, je pense que c'est un bon investissement. Sauf qu'il arrivera pas probablement avant l'automne 2027. Mais il faut quand même saluer Cadillac qui va chercher des grosses acquisitions comme ça, puis qui est capable de les attirer. Parce que, puis j'ai une théorie derrière ça, François, là, si tu permets la Mhm. parenthèse vite, vite, c'est que les écuries comme ça, comme Cadillac, ont de la place pour donner de l'argent puis placer ces employés-là à l'extérieur du plafond budgétaire. Ce que les grosses écuries n'ont pas normalement parce que nos 3 employés exempts du plafond, souvent ces postes-là sont déjà occupés. Donc, Paul Monahan, l'augmentation de salaire qu'il va avoir chez Cadillac, c'est peut-être quelque chose que Red Bull n'aurait jamais pu égaliser puisqu'on n'a pas cette opportunité-là de lui donner un gros salaire puis de le placer à l'abri du plafond. Il faut qu'on le paye puis qu'on le garde sur le plafond, puis là, on est accroché parce que les bonnes écuries dépensent leur plafond, là. Mhm. Cadillac, c'est qu'on n'avait pas eu ces opportunités-là encore de trouver des C'est têtes vrai. d'affiche de l'écurie puis de les placer dans ces positionnements-là, un peu le, au soccer, là, au foot, on utilise joueur désigné, là. Oui, oui. D'avoir ça, tu sais, d'avoir ça, un personnel désigné. Ben là, on a cette opportunité-là, mais il faut quand même d'avoir l'argent, d'avoir la possibilité, mais de le convaincre de s'en venir. Ben, on a réussi ça chez Cadillac, je trouve ça quand même intéressant. Parce que, tu sais, quand même si Az essayait, peut-être qu'on voudrait pas dépenser l'argent, on voudrait pas, mais Cadillac, on n'est pas très bon depuis le début de l'année, mais on a du budget, par exemple, puis on le dépense. Fait que ça, Ah, ça, on c'est. n'en manque pas. Ouais, on réussit à attirer des gens. Euh, Puis on a réussi, ben là, au moins Aston Martin a réussi à battre Cadillac, là, quand Cadillac peut pas Ouais, faire de c'est pire. c'est- c'est- c'est Fait que- bon fait là-dessus. qu'Alonso puis Stroll, mais il n'y a pas grand-chose à compter Non, sur vraiment. Aston Martin pour la fin de semaine. Écoute, François, j'ai envie de te dire qu'on a pas mal fait le tour. On est pas mal Non, rendu c'est à pas vrai. On n'a pas fait le tour. J'ai quoi? oublié de te mentionner que Ouais. la Ferrari de Carlos Sainz a pris en feu au Grand Prix Ah! d'Autriche OK. en Ah, 2022. ben, quelle mémoire, tu t'en rappelais? Ah oui, là, je me rappelle pendant la course, pas pendant les Oui, essais. non, c'est Oui, ça, mais oui, pareil. je me rappelle pas si c'était pendant la sprint ou quelque chose, puis c'était dans la côte. Puis je me rappelle, on avait Mm. mal mis le frein à main ou peu importe, là. Puis Ouais. la Ferrari était en train de redescendre la colline avec le feu dedans. Ah, C'était c'est épouvantable quelque comme chose. image. Ben, en fait, c'est que je pense qu'il y a de l'accélérant sur le côté du Red Bull Ring. Il doit y avoir de l'essence à quelque part, là, Ouais. qui, tu sais, il y a quelque chose là-bas qui fait en sorte que ça prend en feu. Ça part. Donc, Mais en tout donc, je cas, voulais c'est ça. juste dernière touche humoristique Non, mais là-dessus. très bonne C'est vrai. mémoire, parce que c'est vrai, là que tu dis ça, j'ai l'image de la Ferrari qui redescend la pente avec le feu dedans, là, puis c'était vraiment pas. Ça n'a vraiment pas été, ça va pas été un bon Grand Prix pour Ferrari cette année-là. Disons que on a fait le tour. Prédiction rapide de qui que tu vois pour décrocher la pole. La pole, écoute, je vais y aller. Sais-tu quoi? Hein? Je vais y aller de confiance. Je vais dire Charles Leclerc, le roi de la pole Wow! position. Wow! Mais tu sais, Charles Leclerc, ouais. autant qu'on dit que George doit répondre en fin de semaine, moi je trouve que c'est Mhm. pareil pour Charles. C'est Charles vrai. doit montrer Ouais. en fin de semaine que c'est pas l'écurie à Lewis comme qu'on a entendu, c'est pas qui est Mhm. chez eux, c'est Ferrari, c'est chez lui, là. C'est le temps de montrer ça, là. Ouais. Ben écoute, depuis que j'ai dit que Lewis allait gagner la course, la Ouais. dernière, et que je l'ai eu, j'ai confiance dans mes Ouais, prédictions. ouais, ben oui, Donc, t'as bien fait ça. Puis, mais ouais, gars, ouais. moi, je vais faire quelque chose, OK? Vu que tu y vas avec Charles Leclerc et t'as osé, je vais Ouais. pas être. Ça serait simpliste pour moi de dire, oh, je vais prendre Kimi Antonelli. Je sais qui Ouais, tu vas prendre. Vas-y, vas-y. ouais.
Est-ce que ça commence par M puis ça finit par... Oui, ça Ouais. finit. Ça, Ouais, c'est non, je sais pas, c'est vraiment ça. X, Xam, Tersvapen. Non, Max Verstappen. Moi, j'ai y aller avec Ouais, ça. Fait que toi, t'as ouais. Leclerc, moi, j'ai Verstappen. Il y a du monde qui nous écoute en ce moment qui dit qu'ils ne connaissent rien, les autres. Ils sont pas Non, non, favoris non, non. par tout. Non, nous, on prend des risques, nous autres. Nous, On on n'a pas prend des peur. risques, puis Ouais. si on l'a, on peut dire, ouais, je l'avais Ah, puis si prédit. on l'a pas, ben, Tandis on que a si on l'a juste pas, l'air ah, fou. ben, tu sais, c'est rare qu'on l'a. On connaît pas ça. Non, non, Bon, c'est ben, ça. C'est dur merci à encore dire, une mais fois. ouais, ça fait Merci plaisir. Salutations à toi, François. Bonne Ben fin ouais, de bonne fin de semaine. semaine à tous. Notre week-end, un de nos week-ends favoris de l'année. Yes, bye bye. C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 26 juin. Notre prochain rendez-vous sera lundi avec notre retour sur le week-end de course en Autriche. Mais d'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Instagram ainsi que LinkedIn. Et bien sûr, vous abonner à nos chaînes Spotify, YouTube ainsi que Amazon Music et appuyer sur la petite cloche, question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end de course.